Amateurs de castagne ou ceinture blanche en cinéphilie, bienvenue dans Kimura. Chaque épisode, seul ou accompagné, on s'attaque à un film de baston pour le mettre dans les cordes. Au programme, notre avis avec et sans spoiler, des anecdotes de tournage, une analyse plus ou moins profonde selon l'état de nos neurones, et parfois une chronique ou un quiz pour pimenter le tout. Enfin, on va conclure notre combat avec notre recommandation culturelle du moment. Et tout de suite, petit poème. C'est un grand lecteur, vous ne lui faites pas peur, ne jouez pas les tapeurs, ou il vous plante un tire-bouchon dans le cœur. Aujourd'hui, on vous parle d'Equalizer. Alors ce poisson, il l'a eu Ton livre. Ah, oui, il l'a eu. Ça se finit bien. Pas exactement. Le vieil homme tombe sur un adversaire redoutable alors qu'il pensait que ça ne lui arriverait plus. Pourquoi il l'a pas relâché dans ce cas? Le vieil homme, c'est le vieil homme, et le poisson, c'est le poisson. Dans ce monde, il faut être soi-même, non? Quoi qu'il arrive. Eh papy, je parie que tu poussais pas les chariots dans ton ancien boulot. Je suis démasqué. Tu pourras me recréditer une carte quand t'auras fini. Ouvre cette putain de caisse et pas d'histoire. Magne-toi. File-moi la bague aussi. Évitez à ma mère, s'il vous plaît. Ça va aller, Jenny. C'est quoi la nouvelle? C'est l'histoire d'un gars qui se prend pour un chevalier en armure, sauf qu'il vit dans un monde où les chevaliers n'existent plus. Ma bague. Je pense qu'on peut être ce qu'on veut être. Change de monde. J'avais promis que je ne redeviendrais jamais cet homme-là. Mais quand quelqu'un se comporte de façon inhumaine avec une inconnue, alors tu réagis, parce que tu peux le faire. Je viens pour la fille. 16 secondes. Et aujourd'hui, j'étais obligé de faire cet épisode avec Théo, grand fan devant l'éternel de Denzel Washington. Théo, comment vas-tu? Content, ça va. Très content de faire ce deuxième épisode avec toi. Surtout qu'on va parler de, je pense, mon acteur préféré, Denzel Washington. J'ai hâte de discuter de ce film. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, positives comme négatives. Donc je pense que ça va être un bon épisode et il y a pas mal de choses à raconter. J'ai hâte de vous conter tout ça. Ouais, bah avant qu'on rentre un peu plus dans le sujet, on va parler rapidement de la fiche technique du film. Donc Equalizer, il sort en 2014, la même année que John Wick. Donc titre original, The Equalizer, pas compliqué, mais en québécois c'est Le Justicier. Le Justicier. C'est bon à savoir. Donc c'est un film d'action américain qui est réalisé par Antoine Fuqua. Au niveau de la distribution, moi j'ai noté Denzel Washington qui est dans le rôle titre de Robert McCall. On a Chloé Grace Moretz qui vous dit peut-être rien. Donc elle joue le rôle de Terry ou Alina, en fonction du moment où on est dans le film. Elle a joué notamment dans Kick-Ass, donc c'est la petite fille, Hit Girl il me semble. Et elle a aussi joué dans le remake de Carrie, qui à la base est un excellent film de Palma, et aussi un livre apparemment qui est chouette que j'ai pas lu. On a aussi Martin Xezokas, je sais pas prononcer. Ouais, Sokas ouais, je dirais de Sokas. Ok. Donc il joue Teddy Nicolai, on va dire le gros méchant du film. Lui c'est plus, j'ai vu un mec de série. Il a joué dans Hercule et dans Xena la guerrière notamment. Donc c'est plus des séries des années 90. Enfin moi j'ai noté David Harbour qui joue l'inspecteur Frank Master, que l'on connaît surtout pour Stranger Things. Yes. Stranger Things. Et qui a aussi joué récemment dans le MCU, dans Thunderbolt, et que moi j'ai vu dans un film qu'on traitera peut-être un jour, qui s'appelle Violent Night. Ok. Tu connais ce film? Non, je connais pas. Super simple. C'est David Harbour qui joue le Père Noël. Oui. D'accord? Mais c'est pas que ça. C'est un Père Noël qui va avoir un crash de traîneau, qui va finir dans une maison. Cette maison est attaquée par des mafieux et le Père Noël va casser la gueule à tous les mafieux. D'accord. Plutôt cool. Ça a l'air plutôt cool, ouais. Ça a l'air plutôt cool. Donc, Equalizer, c'est un film qui dure 2h12, 55 millions de budget. Ça en a remporté plus de 190 au box-office mondial. Un franc succès, on peut dire. Interdit aux moins de 12 ans en France. Il y aura un peu de violence dans le film. Sinon, je vais juste noter que c'est un film qui est tourné majoritairement à Boston, dans le Massachusetts, et aussi à Chelsea, qui est une banlieue de Boston. Et on a pas mal de scènes d'intérieur aussi en studio, la classique. Moi, je voulais juste dire qu'on retrouve aussi Melissa Leo. Donc, petit clin d'œil à notre premier épisode sur Fighter, où Melissa Leo joue dedans et notamment a été récompensée d'un Oscar. Et du coup, ce qui est marrant, autre petite anecdote que je viens de me rendre compte là pendant ta présentation, c'est que Boston se trouve dans le Massachusetts, comme Lowell dans Fighter. Du coup, on part pas très loin, mais pour une histoire totalement différente et non moins intéressante.
Tout est lié peut-être. Peut-être qu'on avait tout prévu, peut-être pas. Je pense que rien n'était prévu. Pour le coup, ouais, rien n'était prévu. Ok, petit résumé du film. Equalizer, ça raconte l'histoire de Robert McCall. C'est un ancien agent secret qui mène une vie tranquille à Boston, hein. Il travaille maintenant dans un magasin de bricolage. Il tente de mener sa petite vie paisible. Mais tout va changer un soir où Robert y rencontre Terry, une jeune prostituée qui est maltraitée par la mafia russe. Et McCall, il va rendre justice, à sa manière, on peut dire, ce qui va pas plaire à la mafia russe. Et donc là, va s'engager un combat sans merci entre l'organisation criminelle et McCall. Plus ou moins bien résumé. Ouais, je trouve que c'est un bon résumé parce qu'on n'a pas besoin d'en dire plus. T'as bien résumé le film, je trouve, sans le spoiler. Parfait. Ben, dans ce cas-là, Théo, j'aimerais ton avis. Qu'est-ce que tu as pensé du film sans spoil? Ouais, alors moi, ce que j'ai pensé du film, déjà, le film, je pense que pour moi, je l'ai vu en 2015, je dirais. En fait, à partir du moment où il a été disponible, une fois qu'il est sorti au cinéma, donc en DVD, etc. Je l'ai vu dans mes souvenirs avec mon père, qui est aussi un grand fan de Denzel Washington. Donc c'est des bons souvenirs déjà pour moi, le contexte du film, comment je l'ai vu. Et je sais qu'à l'époque, il m'avait déjà bien marqué. Et là, qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui en l'ayant revu 2 fois du coup pour ce podcast? Eh ben, j'apprécie toujours autant, sans spoil hein, bien sûr, mais Denzel toujours aussi charismatique. Il porte vraiment le film, qui je pense niveau scénario a quelques défauts, ou en tout cas c'est un film d'action, donc souvent le scénario n'est pas forcément la première chose mise en avant, mais je trouve que Denzel pour le coup donne un peu de coffre au film et lui permet d'exister un peu mieux. Ouais, c'est un film qui, globalement, il est sur ses rails, mais on apprécie quand même parce que Denzel, voilà, c'est Denzel. On rentrera peut-être plus dans les détails après, mais on adore tous les deux cet acteur. C'est ça, ouais, le jeu est toujours aussi excellent. Avec aussi, je trouve, Chloé Grace Moretz, qui joue elle aussi très bien et qui a en fait ce rôle-là où on l'avait vu, moi je l'avais vu dans Kick-Ass auparavant, je l'avais découvert là-dedans. Et là, dans Kick-Ass, où elle a un rôle vraiment de l'adolescente un peu, pas fragile parce qu'elle est super héroïne, mais ce petit côté-là, un peu pain beige sur les bords, mais Un peu singe savant aussi, tu sais, la gamine de 8 ans, enfin, je sais plus si elle a 8 ans dans Kick-Ass, mais qui sait tout, qui oui, est trop forte. Et là, on est plus sur une jeune fille très vulnérable, exactement. qui est tombée dans les engrenages de la prostitution. Ouais, je trouve qu'elle joue bien la fébrilité, en fait. Elle a ce côté attachant, en fait. Elle arrive à avoir ce côté attachant. Et à côté de ça, on a des scènes d'action quand même assez spectaculaires à certains moments du film. Donc, franchement, moi, c'est un film que j'aime bien pour Denzel parce que je trouve qu'il y a des scènes d'action qui sont bien tournées et qui sont spectaculaires. J'apprécie l'ambiance, j'apprécie les acteurs. Et voilà, après, en revenant un peu plus en détail, on peut trouver quelques défauts au film. Mais globalement, si je devais lui mettre, par exemple, une note sur 10, je lui mettrais un 7 sur 10 sans souci, quoi. Pour rebondir sur ce que tu disais au niveau de la note, je pense que je lui mettrais aussi entre un 6 ou un 7. Je sais que quand je l'avais vu, je l'avais noté sur Sens Critique. 6 sur 10, mais à la revoyure, finalement, moi au début, je me suis dit, waouh, film de 2h12, ça va être un peu interminable, même si j'aime Denzel et tout. Je pensais vraiment que le film serait super long. En ce moment, moi, je suis sur des formats un peu plus courts. Je regarde les films de John Carpenter, c'est du 1h30, 1h45. En fin de compte, super cool, quoi. Donc ouais, si on devait noter le film, je pense que je lui mettrais aussi un 7 sur 10, tu vois. Et pour le coup, pareil, j'avais déjà vu le film. Je l'ai redécouvert avec ma copine qui l'avait pas vu, hein, c'était la première fois pour elle. Et franchement, on a tous les deux accroché. Film super bien rythmé. Voilà, comme tu disais, on n'est pas forcément là pour le scénario, on devine assez vite le parcours des personnages. Hein. Mais je trouve que les arcs narratifs, ils ont toutes des conclusions très satisfaisantes. Sans vraiment spoiler, mais par exemple, tu vois au début du film, les ripoux au restaurant, le développement il est super efficace quoi. En 2 minutes t'as compris que c'était des salopards et 5-10 minutes plus tard leur compte il est réglé et en fait c'est ultra satisfaisant, tout est condensé et c'est limite des petites scénettes qui sont imbriquées dans le film. J'ai trouvé ça super. Alors ok, parfois c'est un peu convenu, cliché quoi, les références à Moby Dick, à C'est l'homme ça. invisible. Je vais dire, ça manque de finesse, mais en même temps, est-ce que t'as vraiment envie de finesse dans un film où il y a des grosses explosions et Denzel qui marche juste devant? Je suis pas sûr en fait que c'est vraiment de la Je suis pas finesse. sûr que c'est ce qu'on cherche. Et justement, on n'a pas cette finesse, on va droit au but, mais on le fait d'une bonne manière, je trouve. C'est ce que tu disais, où ouais, on n'a pas besoin de réfléchir, on n'est pas dans Inception à réfléchir de pourquoi ils ont fait ça, quel impact ça aura plus tard dans le film, parce qu'en fait c'est très lisible, mais en même temps c'est lisible, mais d'une bonne manière. Parce que voilà, comme tu dis, les scènes s'enchaînent bien, on a 2h12, on les voit pas spécialement passer, quoi. C'est un film qui est agréable à regarder et qui se laisse regarder facilement, je trouve. Je suis totalement d'accord, franchement, le rythme, c'est un des points forts du film. Et il y a aussi un truc que je trouve vraiment bien,
c'est que dans beaucoup de films, moi j'ai du mal avec le héros qui a toujours un coup d'avance, qui est plus malin que les autres. Et là, en fait, c'est un film d'action, on veut un héros malin, on veut que le mec il gagne de toute façon. On arrive à le rendre attachant, notamment avec, on va le développer un peu après, mais c'est d'ailleurs Denzel qui a donné des tocs à son personnage. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Ça l'aide, je trouve, à ce qu'on s'attache à lui. Ça donne un peu de profondeur. Pareil, je trouve que les méchants, ils sont variés, ils sont un peu tous traités différents, bien que voilà, ce soit convenu, je trouve qu'ils sont quand même bien traités. Et ça évite une certaine lassitude à se dire à chaque fois, ok, c'est le même méchant. Les ripoux sont très différents les uns des autres. Plus la mafia, dans la mafia il y a un peu des échelons, donc on se retrouve finalement avec un panel de personnages assez intéressant. Et finalement, c'est peut-être pas le film le plus subtil, mais il y a quand même pas mal de couches dans le film, et je pense sincèrement que c'est très dur de s'ennuyer devant ce film. Je suis d'accord. Quelqu'un n'a pas vu Equalizer, il aime bien les films d'action, tu montes Equalizer, je pense que ça va forcément lui plaire, quoi. Je suis d'accord avec toi, on a ce petit côté américain un peu caricatural, déjà les Américains contre les Russes. Mais je trouve que c'est mieux fait que dans la plupart des autres films du genre. C'est ce qui rend le film agréable en fait, ces petites subtilités, parfois des petits rapports humains qui vont être, comme tu dis, avec des personnages qui ont tous un peu leur caractère un peu différent, que ce soit chez les méchants, chez les gentils, entre guillemets, parce que là c'est ce qu'on a, hein. On en reparlera, mais on a un premier méchant qui a son caractère, un deuxième méchant qui est plus froid, on a aussi le big boss de la mafia, voilà, sans spoiler, ils ont tous un rapport différent, même à la vie, etc. Ça ajoute un peu de profondeur au film, juste qu'il faut sans rentrer dans ce truc qui, je pense, ne serait pas bon de vouloir trop développer les personnages alors qu'on cherche à faire un film qui est quand même un film d'action et spectaculaire, quoi. Ouais, c'est ça, on veut totalement un film rentre dedans, je suis 100% d'accord avec Ouais. toi. Bah écoute, je vais te sortir quelques anecdotes autour du film, tu vas me dire si Ok. tu les connais ou pas, et puis voilà, on passe là-dessus. Mais avant que je rentre vraiment dans les anecdotes, là je vois en lisant un peu mes notes, bien que ce soit Emmanuel Jacomi qui double Denzel dans la plupart de ses films, et notamment dans Equalizer, je voulais quand même rendre hommage à un autre comédien de doublage qui a du coup prêté sa voix à Denzel. C'est Jacques Martial qui est décédé cette année et qui avait notamment du coup prêté sa voix à Denzel dans 6 films que vous connaissez sans doute. Donc il y a Mississippi Masala, Malcolm X, À l'épreuve du feu, Couvre-feu, Out of Time, et il y a aussi un film que tu adores, que je n'ai pas encore vu, Man on Fire. Man on Fire, ouais. C'est, on pourra en reparler notamment de Man on Fire parce que je trouve que dans le caractère du personnage de Denzel Washington dans ce film, il a des similitudes avec le personnage de Man on Fire. Donc, on en reparlera tout à l'heure, mais oui, Man on Fire est aussi un très bon film, un peu de type justicier, si on pourrait dire ça comme ça. Voilà, c'est assez. Encore du grand Denzel. Encore du grand Denzel. Et pour finir de rendre hommage du coup à Jacques Martial, je voulais juste préciser qu'il avait aussi prêté sa voix à d'autres grands acteurs noirs, notamment Wesley Snipes, charisme de fou Wesley Snipes, Samuel Lee Jackson, pareil, et il y a aussi rien d'autre que Laurence Fishburne, donc Morpheus. Ouais. Donc, en plus d'être un excellent morceau d'SCH, voilà. C'est vrai. Au niveau donc des anecdotes du film, je vais t'en citer quelques-unes, donc notamment le fait que Denzel, il avait déjà tourné pour Antoine Fuqua 13 ans auparavant dans Training Day. Oui. Un petit mot sur Training Day, Théo? Training Day, qui n'est pas mon film préféré de Denzel, mais il a une performance exceptionnelle, hein, son Oscar est mérité totalement dans ce film. Training Day, Ethan Hawke aussi, qui pour moi c'est dans ce film-là que j'ai découvert Ethan Hawke. Et pareil, film que j'ai vu jeune, je sais, j'ai même du mal à dire ce que j'en pense tellement. Déjà, c'est, je trouve, un des seuls films où on voit Denzel dans un rôle de méchant, d'un vrai méchant, et surtout il est crédible, quoi. Là où certaines personnes, on peut parler par exemple de Mark Wahlberg qu'on avait dans le premier film Fighter, je le vois pas jouer un rôle, il pourrait pas jouer le rôle de Denzel dans Training Day par exemple, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est clairement, on n'est pas dans le même type d'acteur. Si on devait classer les acteurs dans une tier list, on serait plus au niveau d'un Christian Bale, voire peut-être plus en fonction des affinités. Mais voire c'est un peut-être excellent plus. acteur. Voilà, c'est ça, il sait tout jouer. Il a joué dans quelques comédies aussi, je crois 3. Pour moi, il fait partie des acteurs tout-terrain et ça se montre avec le nombre de nominations qu'il a eu aux Oscars. Si je me trompe pas, c'est 9. Il en a gagné 2.
ça reflète en fait de sa capacité à être bon dans tout type de film, quoi. Et Antoine Fuqua, il me semble que c'est le film qui l'a révélé, il a frappé direct un grand coup. Au niveau des autres anecdotes de film, Denzel, il a souhaité, donc comme je le disais, développer son personnage de Robert McCall, notamment en lui ajoutant des troubles obsessionnels compulsifs, donc des TOC. Tout au long du film, on va le voir faire des trucs un peu ouf, comme déjà faire son lit en se levant. Déjà, on le voit pas faire, mais le lit est toujours bien fait. Il plie à chaque fois un petit sachet de thé dans une serviette. Quand il arrive, du coup, à un genre de bar, un diner, il met bien son livre de manière perpendiculaire à la table. Enfin, il a plein de petites manières comme ça, et je trouve que ça le rend attachant. Pari réussi pour Denzel là-dessus. Hein. Aussi, Denzel, il va utiliser tout un tas de moyens pour éliminer ses ennemis pendant le film, hein, mais à aucun moment, il va tirer avec une arme à feu. Il tire avec un pistolet à clous à un moment, mais sinon, jamais il utilise une arme à feu. C'est assez fun, hein, parce que vraiment, il y a plein de méthodes pour tuer des mafieux russes. Genre, si jamais vous avez une embrouille avec la mafia, prenez ce film, puis vous pouvez regarder un petit peu tous les moyens possibles et imaginables pour les tuer. Quoi. Je vous conseille également de regarder quelques épisodes de MacGyver, parce qu'il va falloir être doué en bricolage quelquefois quand même, parce que on n'est pas sur le piège à rat basique qu'on achète au supermarché, quoi. Ouais, va falloir être un peu débrouillard, faire deux, trois. Regardez un petit peu des tutos hein, sur YouTube avant hein, de se lancer là-dedans. Mais le plus simple, c'est peut-être de pas s'embrouiller avec la mafia russe. Sinon, à part ça, le café où se rend Denzel tous les soirs, il est calqué sur la célèbre peinture Nighthawk d'Edward Hopper. C'est notamment une peinture qui va illustrer le paradoxe de la solitude dans la vie urbaine. Pour le coup, c'est très bien illustré aussi dans le film, donc je trouve ça chouette qu'il y ait ce clin d'œil, ce parallèle avec la peinture. Moi, comme dernière anecdote, j'avais noté l'apparition de Dan Bilzerian, qui est un entrepreneur et joueur de poker américain qui est célèbre pour un mode de vie, on va dire, extravagant, et pour ceux qui le connaissent pas, je vous laisse le découvrir sur son Instagram. Je n'en dis pas plus. Instagram dangereux pour... pour certaines personnes. Exactement. Bon, ben voilà, au niveau des anecdotes, est-ce que tu les connaissais toutes? Est-ce que je t'ai appris des choses? Ouais, tu m'as appris des choses, franchement, c'était cool. J'aime bien ce petit conseil, petite anecdote autour du film. J'en ai pas d'autres à rajouter spécialement. Ouais, j'avais pu lire un peu certaines choses que tu m'as dites. À Denzel, et j'avais vu surtout qu'il était, c'est plus autour de Denzel qu'autour du film, mais il avait l'habitude de se plonger dans ses rôles, notamment quand il a fait Malcolm X. Du coup, Spike Lee avait dit en interview que, en fait, il était tellement dans le rôle que même à l'extérieur, il se comportait comme s'il était Malcolm X, quoi, que ce soit au restaurant, dans les lieux publics, etc. Ça sent qu'il a travaillé son rôle et c'est ça qui le rend bon à l'écran, quoi. Ouais, il fait, alors peut-être que je me trompe, mais il me semble que ça s'appelle du method acting, où tu rentres vraiment dans ton personnage. Par exemple, un immense acteur qui s'appelle Daniel Day-Lewis, qui a gagné rien de moins que 3 Oscars, fait notamment ça pendant 3 mois, il va pas se laver, voilà, bref. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un côté, on a Denzel Washington, qui dans la vie de tous les jours va ressembler à Malcolm X, et donc grand acteur. Et puis après, si vous voulez comparer à des mecs qui font pareil, mais avec des rôles de merde, on a Jared Leto, qui a fait ça pour Suicide Squad avec le Joker. Voilà, donc comme ça... C'est pas une réussite à tous les coups. Voilà, des fois, la méthode acting, c'est cool, des fois, ça l'est un peu moins. C'est ça. Mais et autre anecdote que j'avais lu aussi également, c'est et ce qui renforce un peu ce que je disais, c'est que du coup, c'est toutes les chorégraphies de combat, s'il n'y a pas de doublure pour Denzel, c'est Denzel qui les fait. Et c'est ce que j'avais lu, il avait énormément travaillé la boxe et enfin les sports de combat avant pour être crédible en fait justement sur ces scènes. Je pense que ça rend les scènes plus authentiques parce que je pense qu'on redétaillera les scènes d'action de Denzel, mais c'est du Denzel quoi. C'est pas, je veux dire, les mouvements, etc. Comment le personnage se déplace, comment c'est Denzel, quoi. Il aurait pu le faire dans un autre film d'action, mais je veux dire, on reconnaît l'acteur, quoi. La manière qu'il a de se déplacer, c'est vrai que ça rend le truc beaucoup plus crédible. Donc, pour le coup, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, on fait que de vous citer là plein de petits détails, mais qui, mis bout à bout, font que tu as l'impression que Robert McCall, il existe vraiment, alors que c'est un personnage qui a, en fin de compte, pas beaucoup de sens, vu que c'est un mec qui va affronter à lui seul la mafia. Mais il est, à mon sens, il est beaucoup plus crédible, par exemple, qu'un John Wick, qui fait beaucoup plus personnage de cartoon, on va dire, pas pour être dénigrant, mais voilà. Je pense que ça vient du fait, et on détaillera tout à l'heure, mais ça vient du fait aussi de comment il combat, avec quelles armes il combat, et la manière de, tu vois, il est malin, il tend des pièges, et c'est pas juste la bagarre, c'est pas que de la bagarre pure et de la force physique pure, on va dire. Et ce qui rend le truc un peu plus réaliste qu'un John Wick, où là tu dis, ouais, c'est plus cartoonesque. Ouais, ou limite, tu sais, des bastons d'animé qui durent 15 minutes, ça s'échange des coups. Ouais, c'est clair. Bien qu'on ait rien
contre les John Wick et qu'on en fera sans doute un ou plusieurs dans Il y a des l'émission. Hein. chances. Il y a de fortes chances. On va pouvoir passer sur l'analyse un peu plus globale du film, où là, on va vous raconter un petit peu ce qui se passe dans le film, parler ensemble, on va avoir une petite discussion, et puis on va analyser tout ça ensemble. Le film commence, donc on voit l'appartement donc, de Robert McCall, il est bien rangé, il me semble qu'il est en train de se préparer, on voit que, limite, t'as l'impression que personne ne vit dans cet appartement. C'est Donc, ça. on sent déjà peut-être un passé un peu militaire chez le personnage. On voit son quotidien, il va au taf, c'est un grand lecteur, il a des problèmes de sommeil, il dort très peu, j'ai l'impression, Oui. et il va souvent donc dans un diner où il rencontre notamment donc Terry, qui est donc on se rend compte que c'est une prostituée, et lui il est en train de lire son livre Moby Dick, donc il parle un petit peu du livre, et puis au cours des discussions on se rend bien compte quand même que Alina va vouloir s'émanciper de son univers, notamment via les discussions de Robert McCall, qui est quelqu'un de proactif. Mm. Le mec va, quand il va dans le magasin, il garde pas juste ses écouteurs et il bosse. Il va vraiment motiver tout le monde. Alors déjà, c'est un peu l'objet de fascination de certains collègues qui se demandent « Ouais, tu faisais quoi avant ?» Et lui, à chaque fois, il les tourne en bourrique, c'est excellent. Et on a aussi le personnage de Ralphie, qui veut être agent de sécurité, mais qui est en surpoids. Et donc, tu vois Denzel qui le conseille, qui lui donne à chaque fois la petite phrase « Ah, il faut que tu t'améliores, enlève-moi les chips du sandwich et tout », et qui essaie de le tirer vers le haut. Donc, on voit qu'il est vraiment dans un truc, dans un mindset où il essaye d'améliorer la vie des gens. Et le problème, c'est qu'en contact de Terry, bah forcément, il va avoir un effet positif sur elle, sauf que comme elle est dans des engrenages qui la dépassent, ben forcément, ça va pas bien se passer. Et voilà, le Mac, qui du coup gère notamment Terry, va avoir une altercation avec Denzel, elle va se faire violenter, et voilà, et le film va partir ensuite en live. Théo, qu'est-ce que tu penses justement de cette première partie, on va dire, disons les 20 premières minutes du film, où justement le film se lance tranquillement et on voit la routine de Denzel? Bah, moi, je trouve que c'est une bonne mise en contexte pour le personnage de Denzel. J'ai lu beaucoup de critiques qui disaient que cette première partie du film était ennuyante. Des critiques, que ce soit chez les professionnels ou même sur Sens Critique. Bah, moi, je trouve que c'est une bonne mise en contexte. Tout simplement, ça nous montre en fait la distinction qu'il y a entre sa vie extérieure, comment il est avec les gens extérieurs. Il veut du bien aux gens, on sent que c'est quelqu'un de bon. Et lui, intérieurement, on send qu'il n'est pas en paix avec lui-même, qu'il y a quelque chose qui le ronge en fait. Et comment c'est filmé, comment c'est amené, je trouve que ça nous le rend bien, ça le rend plus parlant à l'écran, et on le comprend vite. Pourquoi le film est efficace, c'est que dès ce début de film, on est efficace dans ce qu'on nous montre, pour nous faire comprendre les enjeux, qui est le personnage principal, comment il est, etc. Et d'ailleurs, dans la toute première scène du film, donc il y a le réveil qui sonne, il est 7h30, et comme tu dis, on voit l'appartement qui est tiré à 4 épingles, on dirait un appartement qu'on va faire visiter quoi, pour louer. Et en fait, on voit, il y a le soleil qui se lève, donc tout l'appartement est éclairé, il y a un plan et la caméra se tourne, et le plan arrive en fait sur Denzel qui est en train de se raser dans la salle de bain sans lumière, et c'est assez sombre. Ce qui fait déjà un contraste entre les deux. On voit directement que c'est un mec qui est méthodique, et il a, tu vois, comme s'il avait une sorte de rituel le matin, que c'est quelqu'un d'ordonné, et ils font un gros plan sur quelque chose à ce moment-là, qui va être un petit détail important par la suite, c'est ça montre. Déjà, rien que dans cette mise en contexte, bon, alors c'est sûr que le premier visionnage, peut-être qu'on s'en rend pas forcément compte, mais là, moi, j'avais pas revu le film depuis longtemps, bah, j'ai vu le film la première fois que je l'ai revu, ça m'a sauté directement aux yeux. Donc je trouve que c'est une manière efficace de nous montrer les choses, de nous montrer comment est le personnage. Ensuite, il y a cette rencontre du coup avec Alina, enfin, qui se présente comme Terry, mais son vrai nom c'est Alina, qui est du coup une prostituée sous la coupe de la mafia russe. Ce mec qui a envie d'aider les gens, en fait, il voit une jeune fille en détresse, donc il commence à sympathiser avec. Ça nous met dans le contexte aussi, parce que ça nous montre la réalité du monde, qui n'est pas... voilà, on est dans un monde où, d'accord, c'est une enfant, elle est sûrement mineure, elle est super gentille. Il précise qu'elle est mineure, Ouais. on apprend son âge après, elle a 16 ans. Ah oui, oui, c'est vrai, ouais, Donc c'est effectivement. Ouais. d'ailleurs, c'est assez choquant, parce qu'au début du film, elle est habillée comme une prostituée, enfin, en tout cas, comme une jeune femme, on va dire, qui est en tenue de soirée, alors que à la fin du film, tu la vois dans un autre contexte, avec des autres vêtements, et tu dis, mais en fait, c'était vraiment qu'une enfant. Ouais. Et heureusement qu'elle a rencontré Robert McCall, qui l'a vraiment sorti de là, parce que sa vie, elle allait être horrible, quoi. Enfin, Ouais, elle c'est était ça. horrible, sa vie était vraiment horrible. C'est ça, et c'est marrant parce que, et moi pareil, ça m'a tiqué quand j'ai revu le film,
c'est quand on a la première fois qu'on la voit, elle est avec un débardeur, donc assez moulant. Et ce débardeur, c'est un drapeau des États-Unis, tu vois. C'est vraiment pas mal parce que c'est l'American Dream, ça marche pas à tous les coups et tu te rends compte que peut-être que cette jeune fille, elle arrive aux États-Unis, on ne sait pas, hein, mais ça se trouve pour vivre le rêve américain, devenir chanteuse parce qu'elle est passionnée de chant et qu'en fait, bah, elle se retrouve prostituée pour la mafia russe, quoi. Et on dirait qu'en fait, elle a pas eu le choix, elle a pas eu la chance, en tout cas, de vivre son American Dream, en tout cas. Et je trouve que c'est un beau signal pour montrer ça aussi. Et donc, ouais, cette mise en contexte, pour revenir rapidement là-dessus, je la trouve quand même, moi, je la trouve cool parce que c'est posé, c'est calme. On voit Robert, du coup, à son travail, on découvre d'autres personnages qui sont attachants. Je sais plus comment s'appelle le Mexicain. Il s'appelle Ralphie. Ralphie, voilà, qui est super attachant, super sympa. On comprend tout de suite où va nous mener ces personnages. Ralphie, il doit perdre du poids. Il faut qu'il y ait un moment, il doit tirer un pneu au début du film. Et après, Robert lui fait la réflexion, ouais, si un jour tu vas devoir me tirer, t'as intérêt à être costaud, quoi. En gros, c'est ça. Et tu sais très bien qu'il y a un moment du film où Ralphie va devoir aider Robert et qui va le tirer. Exactement. En fait, c'est plein de jalons qui sont posés pour d'autres moments clés du film. Mais encore une fois, c'est pas forcément très fin, mais tout glisse en fait. C'est ça. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que à chaque fois, c'est des petites scénettes qui sont assez rapides, qui te permettent de t'attacher au personnage assez rapidement. Et voilà, encore une fois, il y a ces références à la peinture, ces références au rêve américain. Quelque part, il y a quand même à chaque fois des petits détails cachés, malgré le fait qu'on te sert quelque chose de simpliste. Et ouais, et puis ouais, il y a plein de petites choses marrantes, comme tu disais, du coup, ce trio avec les deux jeunes au boulot qui lui demandent toujours ce qu'ils faisaient avant le travail. Moi, il y a cette référence à Gladys Knight and the Pips, du coup, et surtout Soul Train. Donc en plus, ce film que j'ai vu avec mon père, c'est lui qui m'a mis là-dedans, qui m'a montré des dizaines, voire des centaines de vidéos sur Soul Train et tout. On a des vinyles de Gladys Knight, donc ça, c'est presque du fan service pour moi. On est en train de parler sur ce que tu faisais avant de bosser ici. Ouais, comment tu gagnais ta vie? Ouais, moi je dis assurance, impôt, genre... Oh, je suis sûr qu'il était à la bourse. Il bossait à Wall Street. Je faisais un pipe. Toi, tu faisais des pipes? Non, pas des pipes. Un pipe, PIP, pipe. Salut Gladys Knight and the Pips. Un monument de la science. Eh oh, t'étais lequel toi? Celui de droite. Ah non, ça c'est pas lui ça. Mais si, c'est lui, avec une coupe afro. Merde, il est chaud. Bah, il avait une perruque. Ah ouais, c'est lui là. Même dans le personnage de Alina, il y a de la profondeur parce qu'il y a cette interaction, je sais pas, tu vois, la première fois qu'ils interagissent vraiment ensemble, qu'elle va à table avec lui. Oui, alors, c'est pour le donut ou c'est déjà avant? Je sais plus si c'est pour le donut, mais c'est la première fois qu'en fait, déjà d'habitude, ils se parlent, il y a la distance entre eux quand même, tu vois, il est à sa table, elle est tout le temps au bar. Il y a une distance déjà en termes d'espace, mais en plus, elle a souvent ses écouteurs. C'est ça. Donc, elle capte qu'il est là, donc il se voit, parce que de toute façon, quand en fait Robert va à ce diner, il est très tard en fait, justement, il est pris d'insomnie, donc il y a très peu de personnes. Généralement, il y a une ou deux autres personnes, le serveur qui les connaît en tant qu'habitué, donc on voit généralement, oui, Alina affaissée au bar, très fatiguée généralement, des fois le maquillage un peu dégoulinant, on sent que la nuit est très longue. Du coup, il y a ce moment-là où, du coup, elle va le rejoindre et déjà, elle le perturbe dans son rituel. On sent qu'il a ses habitudes, que, bah, en fait, ça lui permet d'avoir peut-être une sorte, pas d'équilibre dans sa vie, mais un contrôle sur lui-même. exactement, sur lui-même. Bah, ce contrôle, il se l'impose, mais il n'en est pas dépendant parce qu'au début, bah, il réagit parce qu'il n'a pas l'habitude, mais il lui dit non, viens t'installer. Il n'est pas fermé à ce qu'elle vienne s'installer. Finalement, ça lui fait aussi du bien d'avoir exactement cette présence en plus, parce qu'il a la présence de ces gens au travail. Encore une fois, il est proactif. C'est quelqu'un de foncièrement bon. C'est juste qu'il a des habitudes vraiment bien à lui. Robert qui a directement capté ce qui se passait du coup pour Alina. Et Alina en fait qui a 16 ans en fait, et il y a un truc qui est fou, parce que moi qui m'a marqué aussi dans cette scène, moi j'ai vraiment apprécié ce début de film. Elle s'installe et elle lui dit direct ouais, vous êtes veuf. Elle a que 16 ans, mais elle a rencontré sûrement des mecs de tout âge, plein de gens. Et elle a l'intelligence de réussir à capter ça, tu vois, alors qu'en vrai, quand tu l'entends parler, ça a l'air d'être quelqu'un plutôt un peu simplette, bah, parce qu'elle n'a pas la chance d'avoir une éducation, etc. Mais
elle capte directement, tu vois, parce qu'elle a l'expérience de la vie en tant que prostituée, tu vois. C'est des petits détails à chaque fois, mais qui font que c'est pas juste un film d'action, quoi. Mais du coup, ouais, tout ça, et puis on développe avec Denzel qui lui parle de ses livres. Il a 91 livres lus sur 100 que sa femme, du coup, pour vous expliquer rapidement, je sais pas si tu veux expliquer, mais Ouais, ben, rapidement, sa femme est décédée et de son vivant, elle avait trouvé une liste donc de 100 livres à lire et elle en avait lu 97. Donc symboliquement, Robert, qui aimait pas la lecture, se met à lire cette liste de 100 livres et il dit qu'il est déjà à 91 livres et il veut lire tous ces livres-là parce qu'il se dit que le jour où lui aussi va décéder, ben, quand ils seront dans l'au-delà, ils pourront tous les deux discuter de tous ces livres-là. Donc c'est assez poétique, c'est sympa pour le coup. ouais, et je pense que, tu vois, il est dans cet état d'esprit où il la laisse rentrer parce qu'il arrive à 91 livres aussi et que c'est un peu son seul but dans la vie actuellement, c'est de lire les livres de sa femme, tu vois, et de vivre tranquillement. Il y a cette relation qui se crée autour de tout ça et ça rend les personnages attachants et je trouve que ça fait une bonne introduction au film où on comprend un peu les enjeux, ce que les personnages ont comme enjeu d'un point de vue personnel, les enjeux plus globaux du film avec, du coup, après cette scène-là, l'entrée en jeu de la mafia russe qui vient récupérer Alina, et première rencontre du coup avec la mafia russe aussi pour Denzel. À chaque fois, Alina, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lui demander alors, t'en es où dans ton livre? Et donc lui, il est en train de lire Moby Dick et bon, déjà, c'est un livre ultra connu. En plus qu'il soit ultra connu, c'est un livre qui a été réutilisé métaphoriquement dans une tonne de films, dont notamment ce film-là. Et dans ce film-là, on nous dit clairement, il y a donc Akab, le capitaine du bateau, qui a une obsession pour Moby Dick et qui veut l'affronter. Et Denzel, il voit un petit peu ça du prisme de se dire, ok, Akab, de base, c'est quelqu'un qui a déjà tout vu, mais qui voit en Moby Dick un adversaire de taille et ils vont pouvoir s'affronter et ça va en fait redonner du piment à sa vie. Et quelque part, c'est ce qui va se passer entre lui et Teddy, le grand méchant du film. Donc les jalons sont déjà en fait posés de manière, allez, on peut dire un peu grossière si on veut vraiment analyser le film, mais on peut aussi dire que c'est globalement assez efficace en soi. Ouais, je trouve que c'est malin comment c'est amené. Voilà, on peut dire, c'est un peu peut-être brut de décoffrage, mais malin d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que ça résume globalement l'esprit du film. Sinon, au niveau donc de ces scènes de mise en place, ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça, en fait, ça donne suffisamment de profondeur. Et comme le reste du film, ça va vraiment être un enchaînement de scènes où il y a pas mal d'actions, où ça bouge plus ou moins dans tous les sens. Je trouve que là, on a ces premières 20 minutes qui, ok, sont un peu plus calmes dans ce qui se passe globalement, mais ça reste quand même narrativement assez bien soigné. On va peut-être pouvoir passer donc au premier basculement du film. Vers les 20 minutes, il y a Slavy qui est donc le proxénète, il rencontre Denzel. Donc ils se rencontrent, Slavy lui dit écoute, t'approches plus de cette fille, tiens une carte, si tu veux une autre fille, voilà, tu appelles. Là, c'est l'étincelle qui va commencer à démarrer Denzel, mais il y a autre chose qui va se passer, qui va donc vraiment là amorcer quelque chose, et donc il y aura plus de retour en arrière possible. Denzel, il hésite avant de passer à l'action. Les jours passent, Denzel finit d'ailleurs son livre, il passe à un nouveau livre, et Alina est toujours pas présente au diner et on apprend qu'elle s'est fait frapper. Denzel, bon, ben lui, forcément, il va intervenir. Il arrive à découvrir où se trouve Slavy. Il arrive là-bas. Il a une paye modeste, forcément, à son magasin de bricolage, mais il prend ses économies de côté, il les pose sur la table, il dit au mec, écoute, prends l'argent là, laisse-la tranquille, et puis on n'en parle plus. Forcément, le mec arrive dans l'antre du méchant. Le Slavy, il est entouré de ses hommes de main, ils prennent forcément pas Denzel au sérieux. Et donc là, ça amorce vraiment une des scènes iconiques du film, où Denzel va analyser la situation, va d'abord bien demander, limite il va demander son consentement au méchant avant de le tuer. T'es sûr que tu vas en arriver là? C'est ça, Ok, ouais. ça marche. Il reprend son enveloppe, parce que forcément, on lui rit au nez. Et là, où tout le monde s'attend à ce qu'il quitte la pièce, il va d'abord taper plusieurs fois sur la porte. Je pense que ça fait partie de ses troubles du comportement. Et ensuite, il va fermer la porte à clé, désignant « vous êtes enfermé avec moi, c'est foutu ». En parallèle, il me semble, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde sa montre, il calcule un temps. Il me semble que c'est 13 ou 16 secondes. 16 secondes. 16 secondes. J'avais noté, ouais. Et donc, il analyse certains détails. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va littéralement détruire Slavy et ses hommes de main avec, je sais pas si t'as noté un petit peu comment est-ce qu'il les tue, mais c'est sympa. Ouais, j'ai pas trop noté les détails, mais je m'en rappelle. Je sais pas si tu les as, toi, mais. Bah, vas-y, si tu ouais, me rappelles. Ouais, moi, de mes souvenirs, il va en tuer un avec notamment un tire-bouchon qui va planter au niveau de la mâchoire. Dans le cœur et après dans la bouche, ouais. Dans la bouche, voilà. Il y a avec un verre à shot aussi, je crois, qui l'enfonce dans l'œil, dans l'orbite d'un autre.
il sectionne du coup une artère aussi à Slavy et le laisse agoniser. Ouais, il est plutôt très violent, efficace et très violent. Et surtout, très froid. Il va Mm. regarder Slavy et lui dire: «Bon, ben voilà, ta vie, elle tenait à 9 800 $, tu les as pas acceptés. Bon, bah, maintenant, il te reste 35 secondes». Donc il regarde de nouveau sa montre C'est ça. et il a aucune considération pour Slavy. En fait, le seul moment où il s'est montré, on pourrait dire que c'est de la faiblesse, mais en fait, juste, il était dans le contrôle, c'était au début où il lui a proposé un marché. Mais Mm. comme le marché avait l'air dérisoire pour Slavy, forcément, il a refusé. Mais on peut dire que Robert lui avait quand même laissé une chance. Tu Bah, veux peut-être, t'as peut-être des choses à dire déjà juste sur ouais. cette scène, comme elle est vraiment chouette. Ouais, cette scène, bah, je trouve que c'est, en tout cas, c'est une des scènes qui a le plus marqué même de toute la série Equalizer. Je pense que même c'est la plus connue. Ouais, moi je trouve que c'est un autre point de bascule parce qu'on va se rendre compte que voilà. Alors déjà, c'est un justicier, mais c'est pas juste un justicier quoi. C'est un vengeur. On parle des Avengers. Il se rapprocherait plus d'un antagoniste que d'un héros. Tu vois ce que je veux dire? Il a une certaine violence en lui, mais il a cette part de avant de faire l'action, il veut être sûr qu'il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver. Donc c'est pour ça, il lui propose l'argent. Et par contre, comme tu disais, il est assez froid. Il y a ce décompte juste avant qu'il meure. Il lui explique même comment il va mourir. Là, dans 10 secondes, tu vas avoir ça. Ça va se passer comme ça, tu vas mourir. Il lui fait même la morale pendant ce moment-là où il lui dit « Ouais, tout ça pour 9 800 malheureux $. » Il finit et il s'excuse à la fin, une fois qu'il l'a tué. Parce que il n'a pas envie d'en arriver là, mais il est obligé pour le bien des gens. Et moi, si je peux vous décrire juste avec ma voix comment la scène de combat se passe, ça m'a fait penser à un film, ça m'a fait penser au film Sherlock Holmes avec Robert Guy Downey Ritchie, Jr. ouais. Le Sherlock Holmes de Guy Ritchie, oui, Ouais, tout à fait. exactement. Et en fait, cette scène de combat, en fait, il démarre et il anticipe tout ce qui va se passer. Ça me rappelle un peu ces scènes dans Sherlock Holmes où on voit carrément la scène avant qu'elle se passe au ralenti et après à vitesse réelle. C'est vrai. Pour le coup, je rebondis là-dessus. Moi, je trouve que dans ce film-là, c'est utilisé de manière un peu plus habile parce que dans Sherlock Holmes, c'est utilisé, il me semble, 2 voire 3 reprises. Oui, Et pour le coup, à la base, c'est pour signifier l'intelligence de Sherlock Holmes par rapport aux autres. c'est ça. Et le problème que je trouve de ce film, c'est que c'est une très bonne idée sur le coup. C'est très bien clippé parce que bon, bah, c'est Guy Ritchie. Mais comme c'est Guy Ritchie, ben, justement, il va prendre cette idée-là, mais il n'y aura pas d'autres idées pour vraiment montrer l'intelligence de Sherlock Holmes. Il va juste réutiliser la même idée en boucle. Un peu comme on va réutiliser les mêmes gimmicks de combat dans Kingsman. Alors que là, c'est une gimmick qui est utilisée une fois et une seconde fois dans le film, mais elle est amorcée, mais elle ne va pas jusqu'au bout. Ce qui est très intelligent dans le film. Et en fait, les autres manières que le film aura de montrer la supériorité de Denzel, bah, elles seront tout autres. Ça va vraiment être d'autres éléments. Donc je trouve ça même plus intelligent que ce qui se passe dans ouais, Sherlock Holmes. ouais, c'était juste en mode moi je sais quand je l'ai revu là, ça m'a fait tilt et je me suis dit ah ouais, ça me fait penser à ça. Et ce que j'aimais aussi dans cette scène, c'est du coup il annonce 16 secondes pour pouvoir régler le compte aux Russes. À la fin, la scène se finit, il regarde sa montre et il voit 28 secondes. Tu te rends compte que il est expert, c'est un tueur à gages qui pourrait éliminer des dizaines de personnes, mais qu'il est un peu rouillé parce qu'il a plus l'habitude et que même estimer le temps, qui est 16 secondes déjà incroyable pour je crois qu'il fume 5 mecs, 6 mecs. Non, Ouais, je pense qu'il y en a au moins 5, facile. et il est là 28 secondes et il repart dans le plus grand des calmes. Voilà, comme s'il faisait ça tous les jours. Et moi, c'est vraiment la bascule. Et la deuxième bascule, ce sera par la suite quand il ira voir ses amis. Et surtout, gros détail important, après cette scène, pour la première fois du film, il trouve le sommeil. Ah, j'avais pas noté ça. Il J'avais trouve noté. le sommeil. Il y a une musique il y a la musique, il y a une musique, je crois que c'est de Hans Zimmer qui se lance. Et il trouve en fait le sommeil juste après la scène. En fait, tu dois dormir dans le lit quoi pour la première fois. Je le comprends, ça me fait aussi ronfler Hans Zimmer, mais c'est une autre histoire. Non, par contre, j'ai noté quelque chose, et je sais pas si c'est, si du coup, de base, il porte pas son alliance, mais en tout cas, je sais qu'il y a un plan où il remet son alliance. Et je ne sais pas si, au début du film, il a son alliance et il l'enlève parce qu'il va faire des dingueries, ou si justement, il porte jamais son alliance, et là, il la remet comme si c'était un peu ce qui la seule marque d'humanité qu'il avait encore, maintenant qu'il a vraiment tout abandonné pour faire le sale boulot, c'était cette alliance. En fait, il l'a pas du tout au début du film, et c'est un des détails que Alina remarque, notamment pour dire qu'il est veuf. Mais il la remet exactement après cette scène-là. Je pense que c'est aussi, il y a cette raison que tu dis, et il y a aussi parce qu'il avait promis à sa femme de plus être l'homme qu'il était quand il était dans les services secrets, où on sait pas trop ce qu'il est en soi, ce qu'il était. Voilà, mais il y avait cette promesse-là, donc je pense que
c'est histoire d'être en accord avec lui-même et avec ce qu'il avait promis. Et il sait qu'il a rompu la promesse, mais il veut quand même être attaché à sa femme, quoi. Avant, c'était la promesse, maintenant, c'est l'alliance qui le tient attaché à ça, quoi. Il y a vraiment une punchline que j'adore. C'est pas longtemps après cette scène-là. Forcément, il me semble qu'il a donné une droite pendant la scène. Et on lui demande, du coup, le lendemain au taf, qu'est-ce que t'as à la main? Et lui, il dit mais vraiment une phrase que j'adore. Il dit, j'ai heurté un truc stupide. Et je trouve ça vraiment chouette. J'ai le bon poids. Demain, je vais cartonner à Stess, monsieur McCall. Grâce à vous. Votre main? J'ai heurté un truc stupide. Au niveau du film, ce qui se passe ensuite, il y a les mafieux qui vont commencer à enquêter sur le coupable parce que forcément, Slavy qui est mort, il gérait pas mal de choses qui maintenant sont plus gérées. Et donc, il y a un nouveau méchant qui va être introduit, enfin, finalement deux. Donc, il y a Teddy, le mec qui va faire le sale boulot, et il est envoyé par Pushkin, qui est un oligarque russe. Donc, c'est vraiment lui le puppet master, quoi. Ça va être lui le marionnettiste, et Teddy, l'homme de terrain. Bon, Teddy nous est présenté, alors je sais qu'il y a une scène qui est plutôt cool. Tu le vois qu'il analyse la scène de crime, il comprend tout ce qui se passe, et ensuite, t'as... de base, tu le vois, il me semble, habillé, donc il fait assez propre sur lui, et ensuite tu le vois torse nu ou à poil, il me semble qu'il est juste torse nu, et là tu vois les tatouages qui sont mais effrayants. Dans mes notes, il y a écrit tatouage impressionnant. Ouais, bah, j'ai noté quelque chose du genre aussi. Vraiment, sa présentation où tu dis, il arrive, le mec propre sur lui, en costard. Il fait vraiment le stéréotype du mec russe, peut-être ancien du KGB, tu vois, genre, qui arrive. Et il y a toute la présentation du personnage, on va voir des gens, on va revenir dessus. Et à la fin, une fois qu'on a présenté le personnage, il y a cette scène où il est allongé chez lui, je crois que si je me trompe pas, c'est ça, oui. ouais. Et il y a cette scène avec les tatouages qui, ouais, moi aussi m'a marqué. Il a alors, pour vous expliquer, parce que c'est vraiment des tatouages de salopard. Donc, il a des figures du diable en feu, il a en tout cas, des bâtiments iconiques de Moscou, avec, pareil, une figure christique, une figure du diable. C'est un mec, franchement, il fait trop peur. Il fait trop peur. Comme disait Théo, donc va y avoir différentes séquences qui vont présenter donc Teddy, et pour montrer aussi que ce mec est fort et qu'il est, on va dire, un peu le négatif de McCall, disons son penchant maléfique. On va notamment le voir aller régler certaines histoires qui sont en suspens. Il va notamment aller visiter des Irlandais qui gèrent un chantier, donc il y va avec des flics ripoux qui vont l'accompagner pendant une grande partie du film. On sait très bien que quand il va aller voir les Irlandais, c'est pas juste pour parler, il va falloir qu'on nous montre de quoi il est capable. On se rend compte que c'est un mec froid, calculateur, quand même assez impulsif. Il peut avoir un excès de violence, ouais. Un excès de violence d'un coup. Tu le respectes une fois, ça va, deux fois, c'est honte sur toi, quoi. Donc là-dessus, il est vraiment, vraiment énervé. Je sais pas si t'avais quelque chose à dire sur ces quelques séquences. Ouais, bah moi, ouais, bah ce que j'avais remarqué, c'est quand il débarque, justement, il y a ces deux flics qui l'accompagnent une bonne partie du film, notamment, je sais plus du coup le nom de l'acteur, il s'appelle Morgan, je sais. On peut l'appeler Hellboy. Non, non, mais oui. Bah, le mec de Stranger Things, sinon. je vais te retrouver son nom. David Harbour. Mais voilà, tu peux David dire Harbour. l'inspecteur Frank Master aussi. Voilà, l'inspecteur Frank Master. Et en fait, eux, ils le voient arriver, bon, ils se doutent bien, ils essaient de lui dire, ouais, c'est notre ville, donc tranquille, tu fais comme tu veux. Et il les remet direct en place, je pense, 2 minutes après, il leur dit, il leur fait comprendre, en fait, c'est moi qui commande, vous êtes des merdes, vous travaillez pour nous depuis le début, ne pensez pas que je viens et que vous êtes en position de force. C'est marrant, et pour prouver ça, qu'il en a en fait rien à faire de ce que pensent les deux flics, du coup, ils vont voir l'Irlandais avec ce flic, et il lui dit, je te préviens, il est sanguin, ce qu'il aime surtout pas, c'est qu'on l'appelle Little John, ok? Et du coup, lui, il arrive, et l'Irlandais, il fait sa grande gueule, et puis voilà, il commence à le piquer pour le faire monter, et il laisse même pas la chance de s'énerver, il le tabasse à mort. En fait, il vient montrer et faire passer un message à toutes les autres organisations mafieuses à Boston, et il se présente comme une menace, il me semble, au niveau de l'Irlandais, il lui dit, je suis une menace qui vient d'arriver, quelque chose comme ça. Il fait vraiment passer un message, et voilà, c'est ce que j'avais noté. Moi, toi, t'as mis tatouage impressionnant, j'ai mis, moi, dans mes notes, plan torse nu, tatouage, accentue le personnage. Voilà, qui vient après ça. Et pareil, encore une fois, une mise en contexte. On rentre pas dans des monologues et des choses, on va dire droit au but, mais on a été pertinent et on comprend directement quel genre de personnage ça va être dans le film et ça va être le vrai adversaire de Robert. Je trouve que c'est assez bien fait parce qu'en fait, la première heure de film, on va avoir vraiment les 20 minutes ou les 20 voire 30 premières minutes qui sont centrées sur McCall. Et ensuite, lui, il va avoir une petite quête secondaire où justement, Ralphie, donc l'un de ses collègues, il devait passer en fait un examen pour être agent de sécurité, mais finalement, en fait, il va quitter son travail pour aller aider sa mère qui
gère un petit restaurant et son restaurant a été incendié justement par 2 flics ripoux. C'est un petit arc narratif qui dure une dizaine de minutes, mais qui permet donc au spectateur de continuer à voir Denzel parce que ça reste lui le personnage principal. Mais si vous voulez, ce petit arc de 10 minutes, il est dilué dans une demi-heure où on te présente Teddy le méchant. C'est assez habile parce que le spectateur continue à voir du Denzel, il se dit ok, je sais où est-ce qu'il est, je sais ce qu'il fait. Et en même temps, t'as un petit peu ces 20 minutes de présentation du méchant qui sont vraiment, comme je le disais, les négatifs des 20 premières minutes que t'as vu avec Denzel. Donc la première heure finalement, c'est vraiment la construction des deux personnages en se disant ok, ils sont très balèzes et quand ils vont se rencontrer, ça va faire des étincelles. T'avais peut-être quelque chose à rajouter sur cette première heure de film? Ouais, juste, je voulais revenir parce que si j'ai oublié d'en parler juste avant, du coup, sur ce fameux Teddy, qui s'appelle Nikolai, d'ailleurs, je crois, c'est ça. Mais il y a l'interrogatoire qu'il fait aussi à la copine d'Alina, Oui, la prostituée. j'allais y venir. Voilà, qui arrive avant la partie suivante du film, où là, en fait, on se rend compte aussi de la cruauté du mec, il interroge, et ensuite il la tue de sang-froid, et c'est ce qu'il lui fait un étranglement bras-tête sur la chaise, comme ça. Il libère l'animal. Voilà, Dobronx c'est sorti. Et très intéressant sur cette scène, il fait ça de plein jour. Il y a plusieurs plans, on peut le voir par la fenêtre, des plans qui glacent le sang, en fait, qui sont vraiment là pour te montrer que ce mec-là peut te retrouver, te tuer, mais limite aux yeux de tous. Et en fait, il va rien se passer, tu vas mourir. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette scène parce qu'elle elle te met dans un malaise qu'on va pas forcément retrouver dans le reste du film. Et elle permet de compléter vraiment le personnage qui était dit. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que ça arrive un peu comme un pinacle parce qu'il me semble que juste après, c'est là qu'il va y avoir la première vraie rencontre entre McCall et Teddy. C'est ça. Donc on arrive vraiment au moment où tu sens que ce mec est sans pitié et a les pleins pouvoirs. Bah, il y a aussi, du coup, la scène de braquage, et c'est là où on se rend compte que... Faut mettre juste un petit peu de contexte. Donc, Ouais. comme je disais, il y a des petites quêtes secondaires. Une des quêtes secondaires, c'était justement la maman de Ralphie qui a un problème dans son restaurant avec des ripoux. Et la même semaine, parce qu'il se passe vraiment des trucs de fou à Boston, il y a un mec qui vient braquer une des caissières au magasin de bricolage. Voilà, c'est ça. Denzel en est témoin, donc je te laisse... Voilà, Denzel en est témoin, et du coup, en plus de voler la caisse, ce mec vole en fait la bague de la caissière, qui est sa bague de mariage, il me semble. Et en fait, c'est là où on voit que ça accentue aussi le fait que Denzel est vrillé d'une certaine manière dans le côté justice, et qui va commencer à faire ses courses chez Brico Dépôt pour fumer des gens. Parce que littéralement, on le voit dans la scène, après aller chercher une masse dans les rayons, et revenir le lendemain matin, essuyer encore le sang qui reste sur la masse et la reposer dans le rayon. C'est marrant parce que en ce moment, je regarde une série qui s'appelle Dexter, que j'avais jamais vue. Et à chaque fois en tout cas, qu'on le voit acheter son matériel pour tuer des gens, il se retrouve dans un magasin de bricolage. Et c'est ce que je me suis dit, parce que j'ai encore regardé des épisodes cette semaine. Et je me suis dit, en fait, dans tous les trucs tous les films, séries où il y a des tueurs en série, tu regardes, il y a toujours un passage dans un magasin de bricolage qui est vraiment le magasin des tueurs, où tu peux trouver tout ce que tu veux, de construire ta maison à tuer ton voisin. C'est que tu trouves tout ce qu'il faut, quoi. C'est clair, faudrait faire une analyse un peu plus approfondie des gens qui vont à Brico Dépôt. Ouais, c'est ça. On soit surpris. J'adore cette scène justement où le personnage est déjà limite un gag. Ils arrivent à rendre ça super drôle. Toute la violence de la scène se passe hors champ finalement. On sait qu'il a fait parler le mec, qu'il a réussi à retrouver la bague, qu'il a dû utiliser la masse au minimum sur le voleur, mais peut-être sur d'autres personnes. On comprend justement voilà le lendemain quand il efface le sang sur la masse. Mais franchement, le personnage est déjà iconisé en très peu de temps et ils arrivent déjà à faire des petites scénettes où tu dis ah sacré Robert. Non mais c'est ça, en fait, elle nous permet de nous rendre compte, c'est surtout ça que je voulais dire, c'est que c'est pas juste les Russes sont l'ennemi, c'est les gens qui veulent du mal aux gens bien, entre guillemets, et juste le conflit avec les Russes a déclenché son envie de vouloir aider aussi les autres personnes. Peut-être qu'il n'aurait pas forcément réagi s'il n'avait pas eu cet embrouille avec Elina, etc. Il n'aurait pas réagi de la même manière, je pense, pour Ralphie et pour la caissière, pas forcément. Je ne dis pas qu'il n'aurait pas réagi, mais je pense que c'est aussi pour nous montrer que voilà, c'est devenu un justicier, pas que contre les Russes, mais il est retourné en fait dans son rôle qu'il avait avant, sûrement. J'ai vu un film récemment qui s'appelle Un justicier dans la ville. Est-ce que tu connais? De nom, mais je ne crois pas l'avoir déjà vu. Un justicier dans la ville, c'est un film avec Charles Bronson. Ouais. Et donc pareil, c'est sa fille, il me semble, qui va subir un viol et sa femme va se faire agresser par des gens. Et donc lui, en fait, c'est un architecte à New York et il va devenir ce justicier dans la ville qui se promène le soir pour tuer des gens et rendre justice un peu à sa manière. Et toute cette vague de vigilante movie, c'est vrai que finalement, Equalizer, j'y avais pas pensé sur le coup, mais c'est vraiment le digne héritier de tout ce type de film. Comme tu le dis, c'est pas que finalement une histoire contre la mafia, on sent qu'il peut... C'est un peu le Spider-Man de Boston, quoi, en fait. C'est ça.
Et d'ailleurs, c'est me fait penser un peu à la phrase que un parallèle est totalement loufoque, mais dans Spider-Man, je pense que c'est dans Civil War, quand Tony Stark vient voir Spider-Man, du coup, et il lui parle, il lui dit qu'il rejoigne les Avengers. Et à la fin, il lui demande, mais en fait, pourquoi tu fais ça? Spider-Man, du coup, Tom Holland lui répond, si on en a les moyens et qu'on n'agit pas, on en est aussi responsable, entre guillemets. Et en fait, c'est un peu ça qu'a Denzel. S'il sait qu'il a les moyens, ça le révolte tout ce qui se passe dans le monde. Jusqu'avant, il se contenait parce qu'il avait fait une promesse à sa femme. Et là, en fait, il vient de lâcher les chevaux et il va vouloir nettoyer un peu sa ville, quoi, entre guillemets. Oui, c'est clair, c'est clair. Donc là, il va y avoir la première rencontre entre McCall et Teddy. Il me semble de mémoire qu'elle se passe donc au diner. Alors, alors là, ça, c'est la première rencontre où Ouais, on a un ouais. visu sur lui. Ou alors, c'est dans les escaliers chez lui. Les deux personnages vont commencer à se rencontrer parce que Teddy va se faire passer pour un flic. Il l'a repéré via des caméras de surveillance où était McCall. Donc, il va le voir chez lui, il se fait passer pour un policier. Denzel, il capte direct que c'est pas un flic. Donc, il joue un petit peu au petit malin. C'est Donc, ça. les deux savent déjà qui est qui. Ils se sont identifiés, mais il peut pas faire ça là en plein jour, se prendre la tête et tout. Va s'en suivre un début d'enquête qui va mener très rapidement Teddy à vouloir assassiner McCall. Et il veut faire cette tentative d'assassinat au diner en pleine nuit parce qu'il se dit il va pas y avoir beaucoup de témoins, voire il n'y en aura pas du tout. Et donc on arrive à ce diner où Denzel va chaque nuit et là il voit que exceptionnellement il y a un éboueur qui rentre. Non, c'est un mec qui gère les câbles électriques. Bref, un agent de la ville, on va dire. Et ce mec-là a pas du tout la dégaine d'un agent de la ville, donc il lui fait remarquer. Il y a une altercation. Le mec sort un Mac-10, une arme très cool sur Counter-Strike. Ouais. Mais là, en tout cas, qui sert pas à grand-chose parce qu'en fait, le mec se fait bousiller par Robert. De là s'ensuit un début de scène d'action. On voit de nouveau cette vision qui permet à McCall de voir tout ralenti et de pouvoir potentiellement annihiler tout le monde. Sauf qu'au même moment, on voit qu'il y a un enfant. Et donc là, il se dit non, il y a un enfant, je peux pas faire nimp, il peut être pris dans le truc. Donc là, la vision s'annule, ce qui est assez intéressant. Bref, ils ont cette altercation. Robert McCall va passer devant la voiture de Teddy qui attendait justement devant le diner que Robert se fasse exécuter finalement. Robert va prendre Teddy en photo. Dans la rue, donc il y a plein de gens, donc on peut pas tout de suite le choper. Les hommes de main de Teddy vont le poursuivre dans la rue, il va réussir à se barrer. Et tout ça pour dire que le jeu du chat et la souris va commencer et le prédateur et la proie, ça va être deux rôles qui vont s'inverser tout au long du film entre Teddy et Robert. T'avais quelque chose à dire un peu là-dessus, compléter Ouais, donc déjà dans le diner, ouais, voilà ce que je voulais redire. Tu disais, du coup, il y a un homme de main qui est dans le diner, qui est assis en tenue de chantier. Et Denzel, de son expérience, le repère directement. Et j'aime bien la manière dont il fait. Il dit, en fait, il s'installe, il pose son livre et tout. Il dit, on commence tout de suite ou on attend quelqu'un d'autre, comme ça, il dit à voix haute dans le diner. Et l'autre comprend qu'il, voilà, et s'ensuit la scène où il le démonte. Après tout ça, moi, c'est la scène que j'aime bien qui arrive, c'est quand il va voir du coup Melissa Leo, donc son amie, qui doit être, je pense, agent du FBI ou de la CIA, je sais pas, mais très haut placé. Très haut placé dans le gouvernement américain, dans en le tout cas. gouvernement américain qui a vraiment des relations. Et elle va voir son couple d'amis, et c'est justement là où j'ai pensé à Spider-Man, ce que je disais tout à l'heure, parce qu'elle lui dit, bon, déjà, il apprend qui est son ennemi à ce moment-là, parce qu'elle s'est renseignée sur Teddy, qui s'appelle bien Nikolai, du coup, de son prénom russe. Et elle va lui dire, tu agis parce que tu le peux, parce que tu es comme ça. Et c'est dans sa nature, c'est plus fort que lui. C'est là que tu te rends compte, elle le connaît depuis bien plus longtemps que nous et qu'il a toujours été comme ça en tant qu'humain. Et de toute manière, on le voit au début du film, comme je disais, dans le magasin de bricolage, il est proactif, il aide à améliorer le quotidien de ses collègues. C'est ça. Et c'est ce principe du coup de justicier, tu vois. C'est parce que tu le peux, tu le fais. Et ça ramène le côté justicier où tu dis, ouais, il y a un enfant, attention, tu vois, je passe pas à l'action. Parce qu'il y a des gens, tu vois, ce truc qu'on retrouve aussi souvent dans les animes ou mangas où les mecs se battent pas à fond parce qu'il y a des civils autour ou des choses comme ça. Et surtout, du coup, quand il va là-bas, c'est ce qu'elle dit à la fin, il est pas venu me demander conseil, il est venu me demander la permission. En fait. Et après ça, la vraie chasse commence. Pour remonter jusqu'à Teddy et Nicolas, il va commencer par le flic, notamment avec la scène du garage. Je sais pas si tu te rappelles de cette scène. Tout à fait. Donc en fait, c'est une scène où McCall va retrouver Frank Master, le mec de Stranger Things. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que il va le surprendre, il va l'enfermer dans une voiture et il va lui faire respirer les gaz d'échappement de la voiture. Il va le regarder droit dans les yeux, il va lui dire une première fois, écoute, je sais que là, de toute façon, tu vas pas parler, donc je vais te laisser t'étouffer pendant quelques minutes. Je rouvrirai la fenêtre, on verra ce que t'as à dire. Il arrive froidement à torturer un mec, ça lui fait vraiment rien.
Là, comme je le disais avant, il a libéré l'animal. Là, il est hors de contrôle, ce mec. Et donc, forcément, le ripou passe un sale quart d'heure. Il accepte de coopérer, forcément, malgré lui. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va découvrir un repère en tout cas, qui permet de blanchir de l'argent. Donc, au début, on comprend pas trop ce que c'est parce qu'on se dit, ok, il y a de la viande, ils sont en train de découper de la viande, ce genre de choses. Puis d'un coup, en fait, on voit plein de femmes qui sont en train de... Alors, je sais plus s'il y a de la découpe de drogue, mais en tout cas, il compte beaucoup de billets. Donc, c'est vraiment une planque où le mec a tout son argent. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une altercation. Il va y avoir du Denzel classique. Ça va être le mec qui arrive, qui est sûr de lui, qui est en infériorité numérique, mais qui arrive, à gérer la situation. Là, en fait, il est vraiment en mode la tête dans le guidon, comme tu disais. Il part en chasse, et c'est vraiment en chasse. Il n'y a pas question de policiers, peu importe leur situation, c'est des méchants, donc il se doit de les éliminer. Ouais, donc il y a cette partie où, avec les gaz d'échappement, il tue quasiment le flic. Ensuite, ouais, il y a dans ce côté justicier, encore une fois, quand ils vont à la réserve d'argent, un peu Robin des Bois, il redistribue une partie de l'argent aux femmes qui travaillaient là-bas. Il attache le flic, il aurait pu le tuer, mais il se rend compte qu'en fait, le flic, il a été aussi pris dans cette spirale de, d'accord, il est fautif, il est en prison, mais il a pas envie de le tuer parce qu'il se rend compte que fondamentalement, c'est pas forcément une mauvaise personne. Par contre, il lui fait la morale. Oui. Parce que le flic essaie de se dédouaner, de dire ouais, j'étais un bon flic, mais il a peut-être fait des efforts pour être un bon flic et qu'il a été pris dans un engrenage qui le dépassait. Peut-être. En tout cas, Robert McCall, ce qu'il va lui dire, c'est écoute, très bien, tu dis que t'es un bon flic, ton insigne déjà, tu l'as bafoué et tout, tu devais faire l'injustice. Maintenant, si t'es vraiment qui tu crois être, ok, d'accord, très bien. Donc donne-moi déjà ton plan B, parce en gros, ton plan de secours, parce qu'il se dit, c'est un flic, il trempe dedans, il a forcément des preuves ou des choses pour justement arrêter Nikolai et Pushkin. Ce qui se passe, c'est que il va lui dire, écoute, fais ça pour les vrais flics, les vrais bons flics qui sont en train de se casser le cul. Donc, il fait vraiment une distinction entre le malfrat, ensuite il y a le ripou, et ensuite il y a vraiment le flic qui cherche la justice. Donc, il a vraiment lui aussi un échelon de la bonté, en fait, on va dire quelque part. Ou des fois, même si le mec est pas totalement pourri, il en est conscient, mais il dit, ok, coopère avec moi. Et de toute façon, tu seras jugé par la justice, mais au moins t'auras un peu aidé, tu vois. Bref, voilà, il fait ce petit dialogue avec lui que j'aime bien, et ensuite il va récupérer les preuves qu'il va transférer assez rapidement au flic. Je sais que vous avez un ticket de sortie. Où vous le planquez? Ah oui, et toi, c'est quoi ton ticket de sortie, hein? Il s'agit pas de moi, Franck. On parle de vous pour l'instant. Où est-ce que vous le planquez? Va te faire foutre, putain d'enfoiré, tu me fous dans la merde jusqu'au cou, putain! C'est toi qui as fait tout ça, espèce d'enculé! Vous entendez, vous salissez cette plaque, Franck. Vous voyez cette plaque, vous lui manquez de respect, vous comprenez? Je t'emmerde, enfoiré, j'ai que dalle, ok? Je suis foutu, j'ai rien, que dalle, putain, t'entends? J'ai rien à cause de toi! Tu crois qu'ils vont pas venir te trouver? Tu crois que tu seras pas le prochain? Je suis foutu, putain, je suis mort! C'est le moment d'agir, Franck. Je sais pas qui c'est, ces mecs-là! Je suis un mec fini, je suis mort, putain, je vais pas tenir une semaine! Alors faites ce qui est juste. La partie d'avant, c'est plutôt la chasse du côté russe. Là, on est plutôt sur la chasse du côté Denzel. Et il va être temps que les grands esprits se rencontrent. Denzel est traqué. Ce qui va se passer à un moment, c'est que Denzel est blessé lors d'une confrontation. Les méchants Russes vont pénétrer chez lui. Petite astuce, en fait, Denzel a 2 apparts, parce que pourquoi pas. L'autre appart est juste en face. Il a des caméras et il a la vision sur les Russes qui sont en train de fouiller l'appart. Denzel, il est assez malin. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a préparé des billets d'avion, ce genre de choses. Il veut faire croire qu'il va quitter la ville pour justement que les Russes se barrent de la ville. Mais Nikolai, il est quand même assez intelligent et il dit non, il veut nous avoir, ça va pas se passer comme ça. On parlait de MacGyver durant cette scène-là. Ce qui est assez marrant, c'est que tu as Denzel qui va faire bouillir du miel pour se le mettre sur la plaie. Je pense pas que ça marche, mais dans le monde d'Equalizer, c'est comme ça qu'on guérit une plaie, en tout cas. On a ce truc où Denzel est quand même mis un peu en position critique. Il est obligé de se replier chez lui, de se soigner. Comme c'est un mec qui a toujours un coup d'avance, forcément, il fait le coup des 2 apparts, il a les caméras et tout. Et donc, les méchants Russes ne vont pas réussir à trouver Denzel. On sent quand même que ils ont pris pas mal de terrain, ils ont mis en position de faiblesse Denzel, mais Denzel a encore quelques cartes à jouer, et je pense qu'on va arriver à la scène du restaurant. C'est ça. Donc la scène du restaurant, ça se passe après plusieurs désillusions, du coup, pour les Russes. La planque d'argent qui s'est fait avoir, le flic qui s'est fait arrêter, plusieurs hommes qui sont morts. On voit Nikolai qui est au restaurant avec, je pense, un de ses bras droits, en tout cas, et qui vient faire venir des troupes d'élite. Ils discutent et ils disent, va vraiment falloir qu'on attrape Robert. Et ce mec-là qui est en face de lui part aux toilettes et on le voit manger 2 minutes plus tard. Denzel arrive, s'installe, pose les lunettes cassées et pleines de sang du mec sur la table en lui disant il reviendra pas. Comme s'il avait un coup d'avance. C'est un peu un clin d'œil aussi à la scène de la masse où il y a beaucoup de violences qui ont dû se passer. On va pas te le montrer, mais tu l'as très bien compris. Ouais, voilà. Et encore une fois, on est efficace dans ce qu'on montre et ça sert l'histoire. Et là, on rentre directement dans une guerre d'ego avec de la violence un peu indirecte. On a Denzel qui commence à
raconter une histoire d'un enfant russe. J'aime bien la manière dont il l'amène, et en fait, il lui raconte son histoire à lui. Donc, c'est un orphelin qui a été adopté par un homme bon en Russie. Cet enfant orphelin, malgré tout l'amour qu'il recevait, il a continué à faire des conneries, et il a fini par tuer ses parents adoptifs. Denzel fait comprendre le gosse a tué en fait le père parce qu'il avait peur de ressentir de l'amour. Et peut-être même qu'il en a ressenti, qu'il n'a pas aimé ça, et du coup qu'il l'a tué. C'est vraiment pour dire que Nikolai, c'est un chien de la casse. Hein, vraiment, c'est ça. Et on a les premières failles chez Nikolai. Quand il lui parle de tout ça, il y a des moments où tu vois sur son visage qu'il est plus impassible, en fait. Il est énervé, qu'il lui prouve juste avec ça qu'il est pas si fort que ça et qu'il a des faiblesses. Denzel, il lui dit même, oui, j'ai fait une promesse à ma femme, j'ai été un homme, il lui dit, j'ai fait beaucoup de mal dans ma vie, je m'étais promis de pas le faire, mais pour toi, je veux bien renier cette promesse. Tu vois, déjà, le charisme du mec, la menace, c'est pas juste, je vais te tuer, c'est, j'avais fait une promesse à ma femme qui est décédée, je m'étais promis de plus être cet homme-là qui tue des gens, mais pour toi, je veux bien faire une exception à cette promesse. C'est vrai, et pour rajouter quand même à la scène, ce qu'il faut savoir, c'est que durant le film, les ripoux vont avoir des avertissements de la part de Nikolai qui va dire « Écoutez, faites vite le boulot ou je ramène mes hommes. Et donc, tu crains quand même les hommes qui arrivent, et le fait qu'on te montre « Ok, ces mecs super balèzes, Denzel, il peut te les tuer en hors-champ », ça fait que dès le début de la scène du restaurant, tu te dis « Denzel, il est vraiment au-dessus de toi, cherche pas à comprendre. » Et ouais, là, genre de psychanalyse qu'il lui fait, même si Nicolas il se défend un peu en disant ouais tout ça c'est des conneries, je m'en fous, tu sens qu'il est touché effectivement, comme tu dis. Il lui dit écoute, je te donne mon numéro de téléphone, abandonne maintenant et on est quitte. Donc encore une fois, il lui laisse le choix, il lui demande, voilà, il lui laisse une porte de sortie. La plupart du temps, les mecs ont à chaque fois le choix de se confronter ou pas à Denzel, ce qui est assez intéressant. Nous, en tant que spectateurs, on sait très bien, le mec va refuser et que le mec va se faire fumer, quoi. On le sait à chaque fois, mais c'est pour ça qu'on adore justement ce type de film, c'est pour ça qu'on adore Equalizer. Juste après cette scène-là, tout va s'enchaîner très vite. Le ticket de sortie, j'avais dit qu'il est en fait justement utilisé après cette scène, donc tout va être démantelé, les flics vont comprendre d'où viennent certaines planques. On a aussi justement, il y avait une exposition au début, il y a le personnage de Melissa Leo qui explique à Denzel qui est Nikolai, et aussi que voilà, beaucoup d'activités qui sont gérées par lui et Pushkin viennent d'un port. Il y a du pétrole, il y a de la cocaïne, il y a de la prostitution, il y a plein de choses qui sont gérées depuis ce port. Et donc Denzel, l'idée fantastique qu'il a, c'est d'y aller et de tout faire péter. Alors, des explosions, j'en ai vu plusieurs. Et par exemple, l'explosion d'Oppenheimer, hein, je vous dis, c'est de la merde. Je vous dis, c'est de la merde. Denzel, il te fait vraiment l'explosion, mais turbo-nucléaire. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il regarde même pas l'explosion, lui. Lui, il marche comme ça, musique stylée, ralenti, il y a tout qui pète, et juste lui, il marche tranquille. Forcément, ben, ça plaît pas à la mafia russe, hein. Pushkin, il commence à appeler Nikolai et lui dit, bon, t'en finis avec lui, parce que sinon, moi, j'en envoie un autre, hein, des Nikolai, il y a pas de problème, j'en ai d'autres. Donc là, Nikolai, petit coup de pression. Comme il connaît un petit peu l'entourage de Denzel via les photos, il se dit ok, je vais aller sur son lieu de travail, je vais venir avec mes hommes de main et je vais prendre tout le monde en otage. Au même moment, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle Denzel et lui dit écoute, j'ai tout le monde en otage, va à tel et tel endroit. Et il pense pouvoir descendre Denzel parce qu'il l'a au bout du téléphone, qu'il a localisé l'appel et tout, sauf que maintenant on le connaît, hein, c'est bon, ça fait plus d'1h30 de film qu'on connaît Robert McCall, il avait tout prévu. Le téléphone est au haut-parleur, il a transféré l'appel sur un autre téléphone, bref, trop malin. Et donc ce qui se passe, c'est que les méchants pensaient avoir Denzel, ils ne l'ont pas, et Denzel, lui, est dans le magasin de bricolage, et là, on a la scène d'anthologie, vraiment, avec la scène du ralenti. Je sais pas si tu veux commencer à parler de cette scène, ou tu veux que je l'aborde un petit peu avant. Allez, je te laisse commencer, mais je voulais juste surtout revenir sur moi, la scène du bateau ou du paquebot, c'est pour moi du grand cinéma d'action. En tout cas, quand je regarde un film d'action, j'ai besoin d'avoir à un moment dans le film au moins une scène comme ça. Il y en a d'autres hein, dans le film, il y a la scène du coup dans le restaurant au début, il y a cette scène-là, et l'autre scène d'après qui arrive au magasin. Ouais, c'est waouh, tu vois, c'est comme tu dis, l'explosion d'Oppenheimer, la course-poursuite dans The Batman plus récemment, tu vois, avec une belle image, puis le charisme de Denzel, quoi, la démarche. Ouais, c'est ce que je dis toujours, Denzel, on le reconnaît à sa marche, et cette marche qui part quand tout explose derrière lui, et ça nous contraste encore une fois entre le calme et la maîtrise qu'il a de son art, qui est la destruction principalement, et l'explosion derrière, il y a un sacré contraste. Si on peut me permettre l'expression, elle envoie du pâté, cette scène. Je te le permets. On peut dire qu'il est au sommet de son art. Et on pourrait croire qu'il va pas faire mieux, mais il va faire mieux. Parce que encore une fois, si vous aimez MacGyver et surtout si vous aimez Maman, j'ai raté l'avion, les deux, même celui avec Donald Trump, allez, on y va. Là, il y a un remake complètement fou, genre Antoine Fuqua, il a craqué son slip, il a dit ok, c'est parti. Donc, Denzel va tuer un par un tous les hommes de main de Nikolai, puis il va tuer Nikolai, hein, je vous le dis. Alors, j'ai fait une petite liste de comment est-ce qu'il les tue. D'abord, il va casser une nuque. Il va utiliser un extincteur pour exploser le crâne d'un mec. Ensuite,
il va faire un système de poulies contrepoids avec un sac de ciment et du barbelé et il va pendre un homme qui va être à moitié en train de se vider de son sang, à moitié en train de s'étouffer, suspendu dans un rayon de bricolage. Et au sommet de ce rayon, il y a Denzel qui le regarde droit dans les yeux pendant que le mec est en train de mourir. Ok ? Ensuite, il va utiliser une scie de jardinage un peu pour un genre de taille-haie. Il va transpercer la gorge d'un type avec, parce que voilà. Bon, entre-temps, forcément, il a été un peu blessé, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un chalumeau. Poignée de porte. Ouais, il prend un chalumeau et une poignée de porte. Il fait chauffer la poignée de porte, il scautérise la plaie. Il avait pas de miel, hein. Il y a pas de rayon miel dans le magasin de bricolage, forcément. Après ça, il fait un truc super stylé. Il prend une perceuse, il se dit, qu'est-ce que je fais ? Ben, je vais la mettre dans la nuque d'un type. Incroyable. Ensuite, il prend le mec le plus balèze du groupe et il se combat avec lui dans des miroirs brisés. Alors là, c'est pareil, c'est super violent et tout. Les verres qui se pètent de partout. Denzel qui en chie pas mal, mais... Il fait parler son meilleur JB, encore une fois, là, à ce moment-là. Là, c'est le The Bronx. Là, c'est la Black Belt JB. Et il y a 40 kilos d'écart entre les deux mecs, au minimum. L'autre gars, il est dopé sous stéroïdes. Mais je vous le dis, moi, personne fait un 5 rounds contre Denzel. Personne. Denzel, il allait au Daghestan. 2-3 ans, ils l'ont envoyé là-bas. Il a pas posé de questions. Il est revenu pour faire cette scène. Bref. Il éclate le mec donc dans les miroirs brisés. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Là, les miroirs, il y a plus vraiment d'ingéniosité. Non, attendez. Il va prendre du gaz qu'il trouve en bonbonne, je sais pas, de l'azote, quelque chose, peu importe. Il va le mettre dans un micro-ondes dans la salle de pause. Donc il y a un des hommes de main qui vient dans la salle de pause. Le mec se fait exploser la gueule. Donc comme ça s'est fait, voilà, bien. Et ensuite, donc bon, il y a d'autres péripéties forcément, et il va finir par un combat final sous la pluie avec une musique plutôt cool hein, sur la vengeance et tout. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Robert McCall qui tire sur Nikolai, non pas donc avec un gun, parce que comme je le disais en préambule de ce podcast, il n'utilise pas d'arme à feu. Il utilise une putain de cloueuse et il va littéralement crucifier Nikolai. Donc voilà, il le défonce de partout. Ensuite, pour le finir, ce sale chien, il lui tire dans la gorge. Il tire même dans tous les membres. Il commence par la première épaule, la deuxième épaule, premier genou, deuxième genou, jusqu'à temps qu'il soit complètement à terre, qu'il puisse plus se relever, et puis il le termine en lui tirant dans la gorge. Scène assez sanglante, somme toute, mais ma foi, comment dire, Denzel qui pète le flow, on peut pas le dire autrement. Clairement. Pour revenir sur tout ce que tu as dit, ouais, l'enchaînement est bon. Et je pense qu'on parle de bagarre parce que c'est quand même un podcast qui est cinéma et bagarre. On a vu de la bagarre jusqu'à présent, mais là, en fait, il se retrouve acculé. Déjà, les Russes, ils l'ont attaqué sur sa seule vraie faiblesse, entre guillemets, les gens qu'il aime bien. Il les a pris en otage, donc en l'occurrence ses collègues. Et là, il est même plus question. Il y a d'autres gens qui rentrent en compte. Il faut être encore plus efficace. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces pièges aussi, et puis il se sert de son environnement, en fait, pour être efficace. Ça m'a fait penser à Predator un peu. Oui, un peu. Où ils sont... Bah là, c'est du coup un magasin de bricolage, mais je trouve que ça va un peu référence à ça, où normalement ils sont dans la jungle et il y a plein de pièges. Ou au premier Rambo, par exemple. Oui. C'est vraiment des scènes typiques de films d'action, poussées vraiment à l'exagération et aussi au milieu urbain, parce qu'on est vraiment dans ce truc-là, que ce soit le parallèle à la peinture Nighthawk, à tout ce qui se passe dans le film à Boston. La jungle, entre guillemets, ils l'ont matérialisé juste dans un magasin de bricolage, ce qui est super inventif en soi. Ouais, ou même dans la lignée d'un Die Hard où t'es bloqué dans une tour et t'as plein d'ennemis qui vont arriver à la chaîne. Là, on est vraiment dans du schéma classique de film d'action américain. Mais encore une fois, c'est bien fait parce qu'il y a des bonnes idées. Je trouve, somme toute, la chorégraphie de tous les combats et des scènes d'action est très bonne parce qu'en fait, pour moi, ça fait réaliste parce qu'on est dans l'efficacité. Il est pas là pour... son but, c'est pas de mettre un bel enchaînement à son adversaire. Son but, c'est la plupart du temps de le tuer. Abattre l'ennemi. Et voilà, s'il peut le faire en un coup, il le fera en un coup. Et c'est ce qui rend le truc un peu crédible, ou qu'on peut voir aussi parce que quand Denzel, je sais pas quel âge il a quand il fait ce film-là. Il est quand même déjà assez âgé, on est en 2014, donc... Ouais. On se rend pas compte qu'il est âgé, en fait. Tu vois, c'est crédible, ça aussi c'est crédible. Parce que je te prends l'exemple de... Moi, ce qui m'avait marqué, dans The Irishman, oui. Tu vois Joe Pesci qui savate un mec au sol, tu te dis, ouais, ok, il lui fait des caresses, quoi. Et s'il y a aucune... Et bon, il est pas aussi vieux, bien sûr. Même Robert De Niro, je sais qu'il a des altercations dans Irishman. Oui, pareil. Pour ceux qui connaissent pas Irishman, donc c'est un film de Martin Scorsese qui dure plus de 3h30, qui est disponible sur Netflix au cas où, et où donc c'est des personnages qui sont de base déjà assez vieux, des acteurs assez vieux, donc notamment Robert De Niro et Joe Pesci, mais il y a aussi Al Pacino.
Et donc, il y a Martin Scorsese qui va avoir recours à un rajeunissement numérique. Et donc, on a pas mal de parties du film où ces gangsters sont plus jeunes, disons dans la quarantaine. Et forcément, ils sont en train de se mouvoir comme des gens qui en ont 80. Donc, forcément, c'est pas très réaliste. Et là, c'est vrai qu'il a, on va dire, la cinquantaine, je pense, Denzel, 40-50 ans. Et ouais, comme tu le dis, c'est très crédible parce qu'aussi, ils en font pas trop dans les chorégraphies. C'est ça. Ouais, et moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans cette scène, c'est le thème musical. C'est ce que j'avais mis sur mes notes. On a un thème qui est presque mystique. Ça me fait penser à certains jeux vidéo où tu te retrouves dans une mission, que ce soit dans la jungle ou quelque chose comme ça, comme un thème musical qui est là, et qui s'accélère avec des moments un peu plus électro-rock comme ça au milieu de la scène. Je trouve que le thème, en fait, est plusieurs fois dans le film. La musique prend pas trop de place, mais elle accompagne bien la scène et elle nous met dans l'ambiance, elle nous met vraiment dans l'ambiance qu'on nous montre, de ce qu'on nous montre à l'écran. Et la musique sert l'image pour le coup et prend pas le dessus sur l'image, et je trouve que c'est bien aussi. Totalement, je suis d'accord avec toi. Donc la musique s'appelle tout simplement Vengeance de Zach MC. Okay. Et comme tu le dis, la musique, elle est là pour accompagner. C'est vraiment de la musique de film, en fait. Elle est reconnaissable dans le film et elle est vraiment là pour accentuer certaines scènes clés. Et comme depuis le début, le film est bien rythmé et te récompense à chaque fois avec des petits sucres en te disant « Vous avez vu là, ces ripoux? Ah, ils sont punis. Là, le chef des ripoux, il est puni. » Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, on est vraiment au climax du film. Il y a un mec, ça fait plus d'1 heure et demie qu'il est en train de commettre les pires exactions possibles. Et là, il faut le flinguer. Et il le flingue et t'es là en tant que spectateur, tu prends un kiff. Franchement, c'est mortel, en fait. Autre chose à dire sur cette scène de bricolage? Non, mais puis voilà, la pluie qui vient rajouter. Je trouve que ça fait même. C'est pas de la pluie, c'est le système d'incendie qui se déclenche. Bon, c'est bien pour le show, mais c'est presque. Là, on est presque à la limite du trop, je trouve. C'est le seul moment où tu te dis presque la scène où. Mais ce qui rend aussi le côté un peu grandeur du film, et où tu vois Denzel en slow-mo arriver avec la pluie et le pistolet à clous, la goutte qui tombe du front. C'est sympa, mais c'est presque too much. Ouais, c'est clair. Mais justement, faut prendre le film pour ce qu'il est. Faut prendre le film pour un mec qui fait exploser tout un port entier, des réserves de pétrole, qui regarde pas l'explosion et qui part en marchant au ralenti. Faut le prendre vraiment comme un film comme ça. Et je pense qu'à partir du moment où tu es dans ce prisme de « Ok, ce mec-là, c'est littéralement un super-héros », du coup, je pense que la scène, justement, des sprinklers et tout, de l'eau qui coule sur Denzel, elle en est que d'autant plus jouissive. Ouais, c'est vrai, oui, je suis d'accord. Et puis ouais, pour cette scène finale... Je tenais à dire quand même mention spéciale pour Ralphie qui joue son rôle, ouais. Qui joue son rôle, qui arrive à aider Robert, qui fait le taf. À un moment, j'ai eu un peu peur pour lui, il se fait tirer dessus, mais non. Ralphie survit, ne vous en faites pas. Pour les 2-3 du fond qui avaient peur pour Ralphie, il va très bien, il arrive à bien aider Robert, et tout se passe comme prévu. On peut peut-être parler maintenant du dénouement, de ce qui va se passer sur la toute fin. Donc, 2-3 jours plus tard, je pense, le temps de passer un coup de balai au Brico Dépôt et de prendre un ticket pour Moscou. Robert arrive donc dans la villa de Pushkin. Déjà, petite référence, je pense, aux visiteurs, parce que donc on a Robert McCall qui s'est introduit jusque dans la salle de bain de Pushkin pendant que Pushkin prend sa douche, et il s'amuse avec la lampe. Jour, nuit. Particulier, Robert, il a un peu d'humour. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parler avec Pushkin, il va lui dire, écoute, je suis là, de toute façon, tu vas mourir. Là, tu cherches le flingue là? Non, le flingue, il est pas là. Tiens, mets juste une serviette parce que j'ai pas envie de te voir à poil. Enfin, vraiment, c'est le Denzel insolent. Et quand vous avez vu beaucoup de films sur Denzel, il joue trop bien les mecs insolents, il joue trop bien les mecs qui sont sûrs de lui. Et forcément, il vient de détruire vraiment l'armée de Pushkin, donc il est forcément sûr de lui. Et ce qu'il va faire pour qu'il n'y ait pas donc une énième escalade dans la violence, c'est qu'il va maquiller du coup le meurtre de Pushkin en un accident. Il va de nouveau faire son petit MacGyver, et donc Pushkin va finir électrocuté près d'un robinet avec de l'eau qui coule, et voilà, ce genre de choses. Donc pendant qu'il faisait un petit jour-nuit à la jacouille, un moment nuit, et boum, il disparaît comme Batman, Christian Bale, on revient à Fighter, tout était lié, je vous l'avais dit. Bref, 2-3 gardes qui ont été bien sûr abattus hors champ, et hop, on repart à Boston. C'est bien joué pour McCall qui a réglé tous ses problèmes. Cette scène, elle vient conclure en fait, qu'on a vu de Robert tout au long du film, elle vient juste surtout conclure cet entre guillemets arc avec les Russes, ce qui permet notamment de pouvoir ouvrir à d'autres arcs si on veut faire une suite, ce qui arrivera par la suite. Non, la scène est cool, je trouve. La scène est cool et passe bien après, parce qu'elle est calme quand même. On vient d'un moment où on a eu une scène hyper intense, on a eu beaucoup d'action, et là il est une nouvelle fois violent, mais d'une manière plus calme ou moins déchaînée, peut-être parce que aussi il a plus la maîtrise sur ce qui s'était passé. Voilà, en fait on se rend compte aussi de la puissance de Robert, quoi, parce qu'il est capable de pouvoir aller jusque Moscou, jusque dans sa maison, dans sa salle de bain, comme ça, je veux dire, en 2-3 jours. Et de faire passer ça pour un accident. Un accident, voilà. Et Ethan Hunt n'a qu'à bien se tenir, quoi. Ok, clairement.
On peut passer donc à la conclusion du film, il reste Ouais. franchement, allez, 5 minutes. On a en fait Robert, ce justicier discret, hein, finalement, qui se balade dans les rues de Boston après avoir accompli ses petits méfaits. Et on suppose que pas mal de temps s'est quand même écoulé. On est en plein jour, et là on voit Alina qui réapparaît, et qui est franchement métamorphosée, comme je le disais, elle est vraiment habillée en jeune fille de 16 ans. Elle est souriante, elle a parce que au début du film, en plus qu'on est dans la nuit, qu'elle est très maquillée, elle a aussi des perruques. Là, on voit ses vrais cheveux, on voit que justement, il me semble qu'elle a un petit job à côté, elle fait ses études, ça se passe bien, elle s'est mise à la lecture, il me semble. Oui. Donc franchement, on voit une jeune fille qui est épanouie, qui remercie quelque part McCall. Et donc, comme je le disais, c'est une rencontre qui se fait aussi en plein jour, donc le contraste, il est vraiment clair là-dessus aussi. Et finalement, la fin du film est assez sobre. Robert va reprendre son quotidien banal, hein, il finit ses petites courses, et puis il va continuer son train de vie. Et bien sûr, il va lire un livre à la fin, classique de la littérature, j'ai envie de dire, L'homme invisible. Voilà, bon, on a bien compris pourquoi est-ce qu'il lit celui-ci. Et voilà. Et par contre, très intéressant, c'est que tu avais déjà parlé, on en a parlé un peu avant, il commence à faire la justice avec sa masse et tout. On voit qu'il a un peu mis en place un système de justicier via des mails de détresse. Il commence à répondre à des mails en disant « Ok, c'est quoi ton problème? D'accord, je vais venir t'aider. » Boum, fin du film, générique sur du Eminem. Que demander de plus? On a passé un bon moment, non? Franchement, c'était cool. Ouais, ça a été cool. Non, franchement, globalement, j'ai vraiment bien aimé ce film. Je sais pas si toi, tu veux un peu te lancer dans un avis global. Ouais, je peux me lancer dans un avis global. Bah, l'avis global de ce film, c'est pour revenir, on va revenir rapidement en fait sur ce qu'on a dit. Hein. Je trouve qu'on a un film d'action qui est bien rythmé, où on s'ennuie pas, avec quand même un sens. On a des acteurs qui jouent bien en fait, tout simplement, hein, que ce soit Denzel, que ce soit Chloé Grace Moretz, ou que ce soit même les autres, hein, que ce soit les flics, Nicolas, etc. Tout le monde joue bien son rôle. On a réussi à apporter un peu de profondeur au personnage, tout en les gardant assez simples pour qu'on soit direct aussi à l'image. Ouais, ce côté, bah moi j'adore, hein, ce côté justicier, vouloir aider les autres. Dans ce genre de film, je m'y retrouve souvent, quoi, en tout cas, parce que ça partage des valeurs que j'aime bien, même si on a aussi pas mal de clichés qu'on retrouve dans le film dus à la nationalité de la production. Mais c'est un bon film, je vous conseille de le voir. Et notamment, pour conclure aussi, je voulais reparler je sais pas si tu avais vu la citation qui est au tout début du film. Ouais, désolé pour l'accent anglais. Hein. The two most important days in your life are the day you were born and the day you find out why. Donc en gros, en français, les 2 jours les plus importants de votre vie, c'est quand vous naissez et le jour où vous comprenez pourquoi. Une citation de Mark Twain. Ça représente bien en fait qui est Denzel. C'est un justicier et comme on l'a dit, c'est plus fort que lui, il peut pas s'en empêcher. Il s'est forcé par la promesse qu'il avait fait à sa femme, mais il a fini par replonger dedans et on sent que c'est inné chez lui et que ça va continuer. Donc pour conclure dans tout ça, je vous conseille encore une fois d'aller voir ce film. Je pense que ce sera rare les moments où je conseillerais pas un film à aller voir pendant le podcast, mais foncez, c'est un bon moment. Même si vous avez écouté le podcast, vous verrez, le film se regarde très facilement. C'est accessible pour tout le monde, on s'ennuie pas. Pour moi, ça fait partie des films, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, qu'il est super agréable de regarder sur le canapé, que ce soit en famille, comme toi, avec sa chérie, ou avec des amis, etc. On peut le regarder dans tous les contextes, et ça se passera toujours bien. Quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Ouais. Écoute, moi, au niveau de mon avis, d'abord, je voulais juste rebondir. C'est vrai que ce film, tu peux le regarder dans ton canapé, sur ta télé, sur ton téléphone, dans l'avion, où tu veux. Tu vas forcément passer un bon moment. Equalizer, il m'a immédiatement captivé grâce à un rythme soutenu, comme on l'avait dit. Il y a une action qui est constante. Il y a vraiment des petites scénettes à chaque fois qui sont résolues assez rapidement et qui permettent d'avoir justement de récompenser le spectateur. La scène d'ouverture, comme on disait, elle donne directement le ton pour tout le reste du film. Le début, c'est vraiment le quotidien de McCall. Moi, j'étais directement happé là-dedans. Et après, petit à petit, on va être emporté dans le jeu du chat et la souris, tu vois, entre Robert et la mafia. Et là, forcément, les rôles, ils vont s'inverser de scène en scène pour justement donner ce rythme au film et qui une certaine ampleur et une certaine tension aussi. Comme on le disait, les scènes d'action, moi, je les trouve brutales. Hein, on peut repenser de nouveau au tire-bouchon dans le cœur puis dans la bouche. Hein, mais c'est des scènes qui sont parfaitement dosées. Il y a des nombreux moments iconiques. Voilà, encore une fois, quand le mec s'enferme dans le bureau, qui flingue tout le monde, la scène de fin, un magasin de bricolage, franchement super.
faire. Le film, il sait exactement ce qu'il est. C'est du divertissement pur. Il offre aussi des moments de cinéma, mais vraiment forts, hein, parce que tu peux passer d'une scène quasi nanardesque. Enfin, Théo l'aime bien. Moi, je la trouve un peu nanarde, cette scène où Denzel, il marche de haut à une explosion qui est vraiment démesurée. Mais juste après ça, t'as une scène de dialogue tendu dans un restaurant. Ok, je vais pas dire que c'est la scène dans la pizzeria du parrain, mais vous m'avez compris, il y a quand même vraiment des enjeux et ils essaient quand même d'instaurer une certaine tension narrative. Et je trouve que c'est plutôt bien fait. Ok, par contre, ce film, je suis obligé de parler de Denzel. Denzel, il porte le film de bout en bout. Sa présence à l'écran, vous voyez, ses mimiques, il a un peu son rictus, c'est le gars cool. Ça fait vraiment de Robert McCall un personnage qui est crédible. C'est ce qu'on disait avec tous ses tocs, il en devient attachant. Et au final, je trouve que c'est un peu une extension du vrai Denzel. On pourrait presque croire que Robert McCall, c'est Denzel dans la vraie vie. Et moi, ça me rappelle, je vais citer un grand homme, hein, mais moi, ça me rappelle un peu les grands rôles de Clint Eastwood. L'homme des hautes plaines, ce genre de choses, où oui, c'est un personnage fictif, mais on a vraiment l'impression que c'est Clint. Et là, on a un petit peu ça. En plus, là, Denzel, il tourne avec Antoine Fuqua, qui va le mettre vraiment en valeur avec justesse. Les scènes, elles sont percutantes. C'est un duo qui est déjà gagnant. Ils avaient fait Training Day ensemble. Donc là, franchement, on a repris l'équipe qui gagne. On a refait vraiment un divertissement cool. Je trouve Training Day vraiment meilleur, mais on parle pas de la même chose. Là, on parle vraiment je dirais pas un plaisir coupable, mais c'est vraiment un film qui se déguste, que tu kiffes. C'est du pur kiff, en fait. Franchement, ce qui va distinguer Equalizer dans le paysage actuel d'Hollywood, ça va être une approche plus terre-à-terre de l'action. En fait, on avait déjà parlé de John Wick, mais je pourrais citer même Nobody ou Bullet Train, qui sont des films très clippables, que tu peux retrouver sur TikTok. Moi, c'est des films que j'aime plus ou moins. J'aime bien John Wick, Bullet Train, vraiment moins. Et c'est des combats qui semblent vraiment irréels comparés à ceux d'Equalizer. Là, on a vraiment des combats qui sont intenses, qui sont jamais surstylisés, tu vois. Et je trouve que ces dernières années, il y a peu de films d'action hollywoodiens qui ont su allier justement ça, ce plaisir pur et des scènes iconiques avec autant de justesse. Donc pour moi, c'était vraiment un régal, hein. Et je trouve qu'aujourd'hui, si tu veux trouver des films qui sont aussi efficaces, va falloir se tourner vers d'autres pays. Alors moi, je sais que toi, tu connais peut-être un peu moins ces cinémas-là, mais je te conseille vraiment le cinéma indien, le cinéma chinois, ou encore la France, avec notamment Alban Lenoir et sa trilogie des balles perdues, que vous retrouvez sur Netflix. Il y a aussi Aka sur Netflix, qui sont vraiment des films chouettes qu'on traitera sans doute un jour. Donc voilà pour ce qui était de ma conclusion de film. Et comme dit Théo, on va souvent vous conseiller des films, ça va être rare qu'on travaille sur un film qu'on n'a pas envie de vous conseiller, mais ça pourra peut-être arriver parce qu'on voudra peut-être aller à contresens du courant de penser, ou par exemple si beaucoup de gens aiment un film et nous on l'aime pas, ça peut être intéressant de le traiter pour justement dire pourquoi finalement nous on n'aime pas un truc que beaucoup de gens aiment. Ça peut être un exercice intéressant. En tout cas, on verra ça dans les autres épisodes. C'est ça. T'avais peut-être quelque chose à rajouter sur l'avis du film? Ouais, non, je trouve que t'en as vraiment bien parlé, c'est ça, on retrouve en fait pour moi dans ce film tous les ingrédients pour en faire un bon film d'action et surtout c'est c'est une impression que j'ai, que je voulais partager aussi avant, juste pour conclure, c'est comme si on avait pris plein de petits éléments dans différents films d'action ou séries de films d'action qu'on a eu, qu'on les avait pris, remaniés à sa sauce et on les a un peu assemblés pour en faire quelque chose qui fonctionne. Mais par exemple, on peut reprendre le truc tout ça pour 9800 malheureux dollars. Denzel, cette scène-là, il nous l'a déjà faite. Il nous l'a faite dans American Gangster, quand il va avoir Idris Elba et qu'il le tue en pleine rue, il lui dit tout ça, il prend le pot, il met tout ça pour 20 malheureux dollars. Donc on reprend des trucs qui ont marché dans d'autres films, on les copie-colle pas non plus, c'est pas un copier-coller, mais on s'en sert et ça sert le film, on l'adapte au contexte d'Equalizer. Et pour moi, il y a tous les ingrédients pour passer un bon moment devant son écran. Voilà. Et je vous recommande vraiment. Et comme l'a dit Raph, il pourra arriver qu'on tombe sur des films ou même tout simplement qu'on choisisse un film que toi tu aimes et que moi je n'aime pas. Et on pourra aussi en débattre. Voilà. Voilà, on vous a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire sur Equalizer. On fera peut-être les suites, Théo? Ouais, pourquoi pas, ouais, ça peut être un bon point de rendez-vous d'ici quelques épisodes, de se dire on fait le 2, le 3. Moi, le 2, pour le coup, j'aurais des choses un peu plus négatives à dire. Le 3 est pas mal, dans un autre style aussi également. Mais ouais, ça peut être pertinent de venir voir d'ici quelques mois, de faire le 2, je pense que ça pourrait être sympa. Une fois, quelqu'un m'a dit que je pouvais être ce que j'avais envie d'être. Corps, âme. Esprit. Elles vont me manquer, tes histoires, Robert. T'as la tienne maintenant. Merci. Du coup, on va passer maintenant à un quiz que j'ai préparé. Vous allez voir, c'est assez rapide, mais c'est pour revenir un peu sur Denzel
mon idole. Donc ce quiz, c'est un quiz Denzel ou pas Denzel. Concrètement, les règles sont super simples, c'est un vrai ou faux. Et du coup, je vais raconter à Raph quelques anecdotes sur Denzel. Il me dira Denzel ou pas Denzel. Voilà, donc on va commencer assez simple. Je vais commencer par des trucs il y a des trucs plus ou moins connus. Donc au début de sa carrière, Denzel voulait être médecin, mais il a pris un cours de théâtre à la fac juste pour avoir une bonne note. Et depuis, il a jamais arrêté la scène. Denzel ou pas Denzel? Oula, alors déjà, j'ai une pression là. Ce qu'il a fait, tu dis médecin, c'est ça? C'est ça. Tu sais pas quel type de médecin? Non, c'est pas précisé. En tout cas, Est-ce c'est que, des études de médecine. En tout cas, il était dans des études de médecine. est-ce que je vois bien Denzel faire une opération à cœur ouvert? Écoute, je vais dire que c'est vrai, je vais dire que c'est du Denzel, ça. C'est 100% du Denzel. Donc, il voulait être médecin et il a pris des cours de théâtre à la fac. Et du coup, ça lui a plu. Plusieurs personnes l'ont dit qu'il était fait pour ça. Du coup, il a poussé un peu le truc. Et pour compléter un peu cette anecdote, il faut savoir que jeune Denzel connaissait très peu de films et avait vu très peu de films venant d'une famille très catholique. Et n'avait pas le droit de regarder des films qui étaient pas tolérés par l'église. Il a découvert le cinéma vraiment à son adolescence et en études supérieures. Ce qui lui a donné notamment son amour pour Al Pacino, De Niro et d'autres. Et notamment, bah voilà, parce qu'il a découvert le cinéma et qu'il est monté, il a fait du théâtre à la fac. Hein, et c'est ce qui a fait qu'il est devenu acteur. Je sais pas si tu étais au courant de ça, mais... Franchement, j'étais pas au courant et je trouve ça assez intéressant parce que les films qu'on regarde et qu'on regarde pas nous définissent en soi. Et je trouve que de pas avoir de culture cinématographique, on va dire, en étant jeune et de se la sculpter soi-même en étant jeune adulte, finalement, c'est assez intéressant parce que quand on est petit, on a plein de films doudous qui vont après nous correspondre et tout. Et lui, ce mec-là, il a vraiment fait sa personnalité via le cinéma en étant jeune homme, ok? Du coup, si je te disais que Denzel, il aurait pu savoir bien avant qu'il aurait pu être un grand acteur de cinéma, est-ce que tu me croirais? Je vais te raconter du coup cette petite anecdote et tu vas me dire si elle est Denzel ou pas Denzel. Quand il avait une dizaine d'années, sa mère du coup s'occupait d'un salon de beauté et une cliente du salon de beauté qui était assise dans un coin l'a fixée, elle avait une réputation, une sorte de voyante. Et elle lui a prédit qu'un jour, il parlerait à des millions de gens. Elle lui a donné un petit papier avec écrit dessus prophétie, l'année 1975 et le chiffre 28. Ok? Ce papier, Denzel l'a gardé toute sa vie. Cette anecdote est Denzel ou pas Denzel? Alors, je sais que il y a une anecdote similaire avec Jim Carrey, mais je sais pas si c'est tout à fait ça. Je vais dire que c'est pas du Denzel. Eh ben, c'est 100% du Denzel. Oh purée. Et ce papier, tu as la vidéo sur YouTube, il l'a ressorti chez Oprah Winfrey lors d'une émission. Sur ce papier, il y a écrit du coup le mot prophétie, l'année 1975 et le chiffre 28. Et ce qui est marrant, c'est que Denzel est né à 28, sa femme est née à 28 et son fils, je ne sais plus son prénom. On va trouver ça tout de suite. John David Washington. John David Washington, voilà exactement, est né un 28 aussi. Et donc, ce papier-là, il l'a gardé et il aurait pu le savoir. Et Tenet est sorti un 28. Non, c'est pas vrai, sorti un 26. Prochaine anecdote, mais celle-ci est sympa, je trouve. Sur le tournage de Training Day, d'accord, Denzel serait devenu le champion d'échecs du plateau. Il aurait battu le réal, les deux chefs-op, le mec du son et tous les acteurs qui étaient présents sur le film. Denzel ou pas Denzel? Le truc, c'est que sur le tournage, il y avait aussi Snoop Dogg. Je pense pas qu'il était très fort aux échecs. Non, c'est sûr. Dr. Dre, meilleur en prod quand même qu'en échecs, je pense. Hein. Ethan Hawke, peut-être que... Allez, je vais dire que c'est du Denzel. C'est du Denzel, et ben malheureusement, ce n'est pas du Denzel. Oh non! On aimerait bien y croire, en vrai, il pourrait, et ça nous choquerait même pas. Mais je suis sûr qu'il l'a fait. Non, je suis sûr qu'il l'a fait, mais juste ça n'a pas été documenté. Peut-être qu'on a un caméscope obscur qui a filmé une partie entre Fuka et Denzel sur le tournage de Training Day. Donc on reprend du coup un peu au début de sa carrière. Denzel, au début de sa carrière, du coup, a commencé le théâtre, a commencé à tourner par-ci par-là dans différentes petites productions en tant que figurant. Et à cette époque-là, il passait beaucoup de castings. Et en fait, quelques années après qu'il a pris de l'expérience, il avait déjà tourné dans la série voilà, Saint-Elsewhere. Il a été notamment, si je me rappelle bien, il a été nominé aux Emmy Awards pour cette série. Et après son premier grand rôle, il continue à passer des castings. Et il a passé un casting où, en tout cas, le producteur cherchait quelqu'un qui jouait comme lui, en gros. Il a passé ce casting et le casteur lui aurait répondu qu'il était recalé car il ressemblait pas assez à Denzel Washington. Donc Denzel a passé... Le casting, Ouais. ça s'est
mal passé, entre guillemets, le producteur ne l'a pas apprécié, Mm. et l'a recalé lui disant qu'il ressemblait pas assez à Denzel Washington. Est-ce que c'est Denzel ou pas Denzel? Un instant, on va du coup pas revenir sur cette histoire d'échecs. Quelqu'un a vraiment battu tout le monde aux échecs ou pas? Non, non. Mais moi j'étais je me suis non mais il y a quand même il y a jamais quelqu'un non, il y a C'est inventé de toutes pièces. c'est inventé tu es très fort, tu es très fort. Je suis dégoûté là. J'arrête le quiz. Il y a peut-être dans d'autres questions des choses qui sont partiellement vraies ou partiellement fausses. Là, en l'occurrence, l'entièreté de l'anecdote est fausse. D'accord. Donc il y a un producteur qui a vu Denzel jouer et lui a dit mais tu ressembles pas à Denzel donc. Ouais, exactement. Bah, Et alors ce qui lui après, pour conclure ça, parce que j'ai oublié de te dire, c'est un détail important quand même. Après ça, il aurait plus jamais passé de casting de sa vie. Genre, il aurait plutôt été attendu qu'on vienne le chercher, quoi. Il commençait déjà à avoir une réputation et il s'est dit, ok, maintenant je fais plus de casting, je prendrai des projets où on veut de moi. l'anecdote est trop précise. J'ai l'impression que Denzel, c'est un mec qui a trop d'orgueil. Il y a forcément un vieux producteur qui a dû lui dire fais-moi du Denzel. Le mec, il a joué, mais il a pas joué comme le producteur voulait. Il a dit ok, allez vous faire foutre. Ouais, moi je dis c'est du Denzel. C'est pas du Denzel. Oh non, arrête. Je commence à croire que je suis bon pour les jeux comme ça. Du coup, non, en vrai, il n'y a aucun rapport. J'ai juste lu dans un article que Denzel n'aimait pas passer des castings. Voilà. Et j'en ai découlé de cette histoire-là. Alors, à quelques années après, on arrive en 1996, d'accord? Denzel Washington aurait été élu homme le plus sexy du monde par le magazine People, devenant notamment le premier homme noir à recevoir ce titre. Alors, est-ce que c'est possible qu'une partie... Denzel ou pas Denzel? C'est parti qu'une... Ah, c'est possible que dans ce que je te dis, il y ait une partie qui soit vraie et une partie fausse, et ce qui rend l'anecdote fausse. Ok. D'accord? Alors, je vais de nouveau faire un cheminement de pensée, même si depuis avant je le fais et ça c'est faux. Je pense que c'est possible que Denzel ait eu cette nomination, mais je me dis qu'il y a quand même un autre acteur noir qui a quand même ouvert le champ des possibles aux autres Afro-Américains avant lui, et je dirais que c'est Eddie Murphy. Et donc je dirais qu'il a bien été nommé, mais que c'était pas le premier. Et du coup, pas Denzel. Pas Denzel. Et ben, c'était 100% Denzel. Oh là parce que là. Denzel, du coup, a bien été élu homme le plus sexy du monde en 96, et c'était le premier homme noir à recevoir ce titre. Et il a été le premier sur pas mal de choses, en tout cas pour la communauté afro-américaine. Il en est d'ailleurs un grand porte-parole. Mais je reviens là-dessus. C'est quand même fou. Donc bon, alors je sais pas à quel point ce magazine est gros, mais ils ont quand même dû attendre 1996 pour dire est-ce qu'il n'y a pas finalement des hommes noirs qui sont beaux quand même? Enfin, c'est particulier quand même comme pays, les États-Unis. Alors, je dis pas qu'on est mieux en France, hein, mais c'est particulier. Et après, il y a aussi ce truc-là c'est aussi beaucoup de qui a buzzé dans l'année ce titre-là. Tu vois Oui, ce que c'est je veux dire? C'est... Prochaine anecdote. Denzel ou pas Denzel, il est le premier acteur afro-américain à gagner 2 Oscars. Alors, je réfléchis. Son premier Oscar qu'il a eu pour le meilleur second rôle dans Glory, et deuxième Oscar qu'il a eu du coup pour Training Day. Ah oui, on compte donc les seconds rôles aussi. Ouais, c'est ça, 2 Oscars. D'accord. Alors après... Donc il a bien eu 2 Oscars, ça, voilà. Le tout, c'est est-ce que c'est le premier acteur afro-américain à gagner 2 Oscars? Je sais que Sidney Poitier a dû en gagner un, et entre Sidney Poitier et Denzel... Alors déjà, est-ce que Sidney en aurait gagné un deuxième? Je ne crois pas, je ne m'y connais pas assez en Oscar. Mais est-ce qu'on aurait d'autres peut-être acteur ou actrice? Vraiment acteur? Non, vraiment acteur homme, de sexe masculin, lui. Ok. Est-ce que Will Smith là devant? Non, Will Smith... Will Smith a un Oscar? Je ne sais pas. Je crois pas. Hein. J'ai vu Will Smith ou pas Will Smith? Hop là, contre Kems. Non, écoute, je vais dire que c'est effectivement le premier. Ok, et c'est effectivement, pour le coup, tu as raison, c'est Denzel, c'est le premier à avoir gagné 2 Oscars. Ok, et si tu veux tout savoir, ils sont très peu à avoir gagné 2 Oscars. Du coup, tu as Dustin Hoffman, Adrian Brody qui a gagné récemment. Oui. Mais tu as aussi Sean Penn qui l'a eu avec Mystic River. Il y a Anthony Hopkins qui l'a eu avec Le Silence des Agneaux et un film que j'ai adoré, The Father. Oui, The Father, j'ai adoré. Petite anecdote, j'ai vu ce film, j'étais seul dans la salle de cinéma. Ok, bah moi je l'ai vu au cinéma également, mais j'étais pas seul, mais franchement ça m'avait énormément marqué. Ou encore d'autres acteurs, Marlon Brando, Jack Nicholson, Tom Hanks. En fait, ça vous montre un peu dans quel groupe quel groupe se trouve Denzel, quoi. C'est pour ça, avant, quand on parlait de comparer les acteurs entre Mark Wahlberg et Denzel, bon, vous avez compris. C'est même pas comparable. Même si
les Oscars sont pas forcément loi, et c'est pas forcément parce qu'on a beaucoup d'Oscars qu'on a un grand acteur. Mais juste pour revenir sur The Father, pour ceux qui se demandent, c'est un film qui traite sur la maladie d'Alzheimer, si jamais. Donc, Ouais. on vous le conseille. Après, c'est un film qui est très dur, donc petit disclosure, si vous avez quelqu'un dans la famille qui est malade de ça ou quoi, ou vous êtes sensible à ce sujet, ne regardez pas ce film. Mais si vous êtes en forme et que vous voulez vous infliger un film un petit peu dur, vous pouvez le regarder, parce que Anthony Hopkins dedans, il est vraiment bouleversant. Ok. Suivant. Depuis maintenant 10-15 ans, après des années d'excès, Denzel est sobre et ne boit plus une goutte d'alcool. Mais pendant des années, le soir chez lui, il buvait énormément de vin, 1 à 2 bouteilles par jour. En sachant que, des dires qu'on a, en tout cas des échos qu'on a, il n'est jamais arrivé bourré sur un tournage. Bon, Denzel ou pas Denzel? ça me fait beaucoup penser à son personnage de Flight, et je vais dire que c'est pas Denzel. Eh ben c'est 100% Denzel, Oh, qui ne mais boit plus une goutte d'alcool. Il va beaucoup m'étonner, ce Denzel, hein. C'était un peu le but du quiz, hein, d'avoir des anecdotes, des trucs qui sont peut-être un peu moins connus. Mais du coup, oui, depuis maintenant, l'article date d'il y a 2-3 ans que j'avais lu, donc ça fait une petite quinzaine d'années, on va dire. Il ne boit plus une goutte d'alcool et a souvent été dans l'excès, apparemment, dans sa vie privée, pas en public, mais avec le vin, en tout cas. Sa On est deux. consommation de vin. Question Sans suivante. commentaire. Alors, question suivante. Il en reste quelques-unes encore. On les fait. Il faut savoir, du coup, que Denzel, c'est un grand fan de la série Monk. Ok. Apparemment, ce serait un grand fan de la série Monk. Qu'il aurait insisté pour que Ted Levine, du coup, un des inspecteurs qui joue dans la série Monk, il ait un rôle dans American Gangster. Il avait déjà tourné avec Tony Shalhoub, Monk. qui est la star de Monk dans un autre film. Est-ce que c'est... Du coup, l'anecdote, c'est est-ce qu'il est vraiment fan de la série Monk? Est-ce qu'il a essayé de faire jouer l'acteur dans American Gangster, l'acteur de Monk, Denzel ou pas Denzel? Je suis sûr que Denzel, il est fan de Monk. C'est Denzel, ça. C'est Denzel, ouais. J'ai pas plus de détails que ça, mais dans une interview, il a dit qu'il était fan de Monk. Et j'ai lu dans un article, du coup, en voulant faire des recherches là-dessus, parce que j'étais un peu étonné. Pas étonné dans le sens Monk, je peux apprécier aussi. Mais C'est de la frappe. Monk, c'est de la frappe. c'est très bien même, Monk. Mais dans le sens où je m'attendais pas à cette anecdote venant de lui. Et du coup, j'ai essayé de fouiller un peu. Et j'ai appris que du coup, dans American Gangster, il avait essayé de recruter cet acteur, qui n'a pas joué dans le film finalement. Mais voilà. Ok. En 2003, Beyoncé a sorti un clip. Je te dirai pas quel clip, parce que si tu le connais, potentiellement, tu pourrais savoir si c'est vrai ou faux. Il a joué dans un clip de Beyoncé. En fait, on le voit déguisé en policier dans le clip. Il n'est pas au premier plan, mais il y a Denzel dans un des plans en policier. En 2003, du coup. Denzel ou pas Denzel? Là, j'ai l'impression que t'as voulu me feinter. Moi, je dis c'est pas Denzel. Ah, c'est pas Denzel, t'as bien joué. Ah, yes. Ça, c'est... Pour être tout à fait honnête, cette question-là, je l'ai du coup inventée parce qu'il y avait un son de Beyoncé qui est passé sur YouTube et j'étais en train de chercher des questions. Et du coup, je cherchais à inventer une histoire et je pensais à ça. Mais 2003, je me dis que c'est peut-être un petit peu tôt dans la carrière de Beyoncé pour qu'il y ait Denzel qui est déjà une big resta pour qu'il soit dans le fond en policier. Ouais. En fait, je me suis dit, qu'est-ce qu'il foutrait là? Je me suis dit, Training Day, peut-être. Et je réfléchissais et je me suis dit, il a essayé de trop m'orienter avec la question. Je vais pas me faire avoir. Parce que j'ai pas réussi à avoir beaucoup de questions, mais celle-là... hein. Ok, et allez, je t'en fais une petite dernière. De toute façon, je pense que... Ah non, j'en ai 2 encore. Alors, fais-moi les deux, vas-y. Ok. Ouais, je vais te poser la question comme ça. Si tu as la réponse, tu auras. Et sinon, je te poserai Denzel ou pas Denzel. Est-ce que tu connais, en tout cas, le plus gros regret de sa carrière, en tout cas, le rôle qu'il a refusé et dont il a le plus grand regret? Il devait jouer, du coup, le rôle de Brad Pitt dans le film Seven et il l'aurait refusé. Denzel ou pas Denzel? Donc, Seven, c'est ça? Oui, Seven. Seven, c'est 95. Quelque chose comme ça, oui. Il a déjà fait de grands films. Malcolm X, ça devait être 92-93. Glory était déjà passé. Je pense qu'il voulait essayer de faire des rôles un peu différents, peut-être, de se montrer sur d'autres aspects, c'est possible. Donc je vais dire que l'anecdote est vraie. Eh ben, l'anecdote est vraie, du coup. En fait, c'est pas en partie pour ça. Il est vrai que Denzel, à cette période-là, avait joué beaucoup en tout cas de figures de la lutte noire aux États-Unis. Il voulait pas s'enfermer là-dedans, donc il cherchait d'autres rôles. Ce film-là lui a été proposé, il l'a refusé. En tout cas, à son plus grand regret, il a dit que c'est un des rôles qu'il aurait aimé le plus jouer maintenant que le film est sorti, etc. Et qu'il regrettait d'avoir refusé ce rôle. Bien joué, tu te rattrapes bien là sur la fin. Je me rattrape pas mal. Par contre, je trouve vraiment que, Seven, voilà, classique devant l'éternel, mais Brad Pitt, il a
Bon, déjà, Brad Pitt dans les années 90, il est intouchable. Bon, maintenant qu'il a frappé ses enfants et sa femme, il l'est un peu plus, et qu'il joue dans des films un peu moins bien. Mais blague à part, enfin constat à part, mais c'est juste que je trouve qu'il a une certaine faille, une certaine sensibilité que je retrouve beaucoup moins chez Denzel. Et j'aurais été curieux forcément de voir un Seven avec Denzel, mais je pense que on est dans la bonne réalité. Ouais, non, mais celle où on je trouve a. que ça match mieux, en tout cas dans ma tête, ça Ouais. match mieux avec Brad Pitt qu'avec Denzel pour ce rôle-là. Denzel, j'aurais presque plus vu dans le rôle de, moi, à cette époque-là, ça aurait pas été possible, mais de Morgan Freeman, quoi. Ça aurait Oui, pas c'est- été possible parce que trop jeune, hein. Oui, Pas- on est d'accord. En tout cas, on n'est pas dans la réalité où Malcolm X est joué par Will Smith, tout va bien. Déjà qu'on lui a fait jouer Mohamed Ali, qui n'est d'ailleurs pas son pur film. Oui, c'est vrai, bah, un Michael Mann, quand même, mes respects. Et allez, un petit dernier qui concerne du coup un autre acteur connu qui a fait aussi des films d'action. Lors d'un dîner chez lui, qu'il a organisé, Nelson Mandela était invité et est venu du coup. Et il paraîtrait que Sylvester Stallone est resté planté une demi-heure à 1 heure devant la porte parce qu'il voulait rencontrer Nelson Mandela. Et qu'au bout d'une demi-heure, 1 heure, Denzel aurait, en tout cas Sylvester Stallone espérait rentrer, l'aurait laissé rentrer et rencontrer Nelson Mandela. Denzel ou pas Denzel? Stallone, c'est trop un mec qui peut faire ce genre de truc. Donc on est dans les années, pour te donner le contexte, on est fin 90, début 2000. Parce que Stallone, c'est pas la même personne selon les... Oui, c'est vrai, Non c'est mais vrai. entre guillemets, Après, là on est sur Stallone qui tourne dans Taxi, tu vois. oui, on est plus dans. Après, il va faire Rocky 6. Moi, j'aime beaucoup Rocky 6, Oui, c'est vrai. mais là n'est pas le. Et Rambo 4 quand même. Mais tout ça pour dire que Nelson Mandela, il est assez âgé. En plus, j'aurais donné cher peut-être pour voir Nelson Mandela. C'est quand même une figure historique importante. Ouais, Et mais je tu pense te que vois par exemple aller toquer chez quelqu'un en sachant qu'il est chez lui. pour toquer qu'il chez soit- Denzel, Ah bah c'est ce qu'il a fait. je me vois Dans toquer chez l'anecdote. Denzel, même s'il n'y a pas Nelson Mandela, mon gars. Non mais quand t'es Sylvester Stallone que tu l'as sûrement déjà rencontré, etc. Tu vois, parce qu'il y a une sorte de, j'ai envie de dire, entre guillemets, de fierté souvent, tu vois, chez les acteurs, etc. C'est vrai. Après, je sais pas. Je pense que c'est du Denzel. Et c'est du Denzel 100%, bien joué sur la fin, t'as vraiment tout trouvé. Du coup, l'anecdote est vraie, il y avait un dîner du coup chez Denzel avec Nelson Mandela présent. Et Sylvester Stallone a voulu absolument rentrer. Denzel l'a laissé rentrer. Ça va pas spécialement plus loin cette anecdote, mais je l'ai retrouvée sur plusieurs sources, donc je pense qu'elle est vraie, quoi. Donc voilà. Bah j'en ai fini avec ce petit quiz. Il y avait une petite dizaine, quinzaine de questions. J'espère que ça t'a plu. C'est la première fois que je me tentais dans l'exercice. Franchement, c'était génial. Déjà, j'ai appris plein de trucs sur Denzel que je connaissais pas. J'adore Denzel. Je suis pas son plus grand fan. Je sais pas combien il chose, sa taille Ouais. et tout. Mais franchement, là, j'ai découvert plein de trucs super cool sur lui. Le fait qu'il voulait être médecin avant, toute l'histoire de la prophétie. Franchement, c'était super chouette. On refera d'autres quiz. Oui, Peut-être ou dans que d'autres styles. peut-être la prochaine fois, c'est moi qui te mettrai dans les cordes. Alors fais attention à toi quand même. Ouais. Mais en tout cas, super quiz. Merci beaucoup, Théo. Top. Ok, super. Écoute, on va passer aux recommandations. Alors, comme reco en ce moment, tout simplement, bah, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais j'ai découvert Dexter, donc qui, pour le coup, est une série que je pense tout le monde connaît, ou pour la plupart. Donc, pour vous pitcher rapidement, Dexter, c'est un spécialiste des taches de sang dans la police, qui est un tueur en série. Globalement, le pitch, on peut pas faire plus simple que ça. Et on est sur de la série télé des années 2000-2010, classique comme vous la connaissez, mais je trouve qu'il y a un petit truc en plus, le personnage est bien amené. Il y a son lot de trucs chiants également, mais c'est une bonne découverte que pour ceux qui n'auraient pas vu ou qui auraient envie de redécouvrir, je vous conseille. C'est ma série du moment avant de dormir pour me mettre dans un bon mood, même si c'est des meurtres. C'est un peu bizarre. Et sinon, je vous recommande j'ai regardé un podcast avec Carlos Ghosn, du coup, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, Carlos bien Ghosn, sûr, bien sûr. qui était ancien du coup patron de Renault, Nissan, Dacia. Et je me dis que il a une sacrée vie, déjà il a une sacrée vie, mais que tu sens que c'est quand même un sacré bel enculé quand même. Et voilà, le podcast est censuré. Le podcast est censuré. Non mais en fait, tu comprends comment le mec est arrivé aussi loin, parce que si t'as fait un peu de com, si t'as étudié un peu la communication, tu te rends compte qu'il est très bon communicant, que tu te doutes bien que tout n'est pas rose, tout n'est pas blanc, tout noir, encore une fois. C'est plein de nuances, mais c'était assez intéressant. J'ai plus le nom du podcast, mais je pense que si vous retrouvez, c'est un podcast qui dure 3 heures. Je l'ai écouté quand j'étais au travail. Je trouvais ça plutôt intéressant. C'est pas le style de podcast que je regarde d'habitude, mais franchement, même la personne...
Moi, c'est un podcast plus interview que podcast, mais en gros, il raconte un peu sa vie, notamment la partie de où il s'est échappé du Japon. Bon, c'est jamais de sa faute, même s'il s'est mis des millions dans la poche, mais c'était sympa à regarder. Et je vous conseille d'ailleurs le reportage Netflix qui avait été fait sur eux. Netflix font pas tout le temps des choses mauvaises. Notamment au niveau des reportages, souvent je trouve que c'est assez pertinent. Et voilà, mes 2 trucs du moment. J'ai pas été très actif niveau film ces derniers temps, mais j'aurai des recommandations, je pense, de films pour le prochain épisode. Ok, parfait. De mon côté, j'ai aussi 2 recos. La première, elle est très courte. Je suis allé voir la WWE à Paris, donc Clash in Paris. Quelle chance, un C'était rêve d'enfant, non? c'était la dernière de John Cena en France et en théorie, dans quelques semaines et au moment où sortira le podcast, John Cena aura sans doute arrêté le catch pour se mettre, je pense, notamment euh, à l'acting au cinéma. Il a déjà commencé dans des chefs-d'œuvre tels que Fast and Furious 9. Petit plaisir coupable. On parlera peut-être de cette saga une autre fois. Bref, en tout cas, il est aussi dans d'autres séries, notamment Peacemaker. J'ai beaucoup de sympathie pour ce mec, mais ce que je voulais surtout vous conseiller, c'est pas John Cena en tant que tel, c'était vraiment l'ambiance qu'il y avait. Je sais la WWE était déjà venue l'année dernière à Lyon, Mm. donc en 2024, que ça avait été fou. Là, j'y suis allé, ça a coûté un petit peu cher, mais sincèrement, si vous aimez le catch et que vous hésitez, mettez un petit peu de côté et le jour où il repasse en France, allez-y, foncez, parce que je pense que ça va vous donner des souvenirs pour toute votre vie. Moi, personnellement, quand j'ai vu tes stories sur les réseaux, je me suis dit, mais pourquoi je suis pas là-bas, en fait? Je regarde plus du tout de catch. J'en ai regardé beaucoup étant jeune, beaucoup, beaucoup, au point de collectionner les cartes, avoir des posters, etc. J'avoue que ça m'a donné envie. Comme, pour redire, c'était en plus dans le même lieu, l'UFC Paris, encore une fois. Je pense qu'un jour, il va falloir que je pense à toi, faudrait qu'on se le fasse, quoi. Avec plaisir. L'UFC Paris, voilà, c'est des événements que moi j'ai jamais fait. Et la WWE, là, c'était vraiment, vraiment impressionnant, le show, l'ambiance. Et si vous regardez les replays, vous verrez peut-être Raph torse nu dans la foule. J'avais Un t-shirt de quoi? un de qui? t-shirt de Jay Uso pour ceux qui connaissent. Oh. Donc c'était vraiment chouette. Voilà, donc ça c'était pour la petite recommandation rapide. Et sinon la recommandation au niveau du cinéma, je vais vous conseiller un film, je vais regarder en direct, il date de quand? C'est un film de 1981 de John Carpenter, j'en parlais un peu plus tôt. Ce film s'appelle Escape from New York 1997. Ça te dit quelque chose ou pas, Théo? Oui, ça me dit quelque chose. Je l'ai peut-être vu, mais je connais de nom en tout cas. Voilà. D'accord. Bon, résumé rapide. Dans un futur dystopique, enfin le futur de 1997, hein, vous avez compris, on utilise New York en tant que prison à ciel ouvert pour mettre les pires raclures de la planète. Le président des États-Unis d'Amérique va passer en avion près de New York et son avion va se crasher. Ce qui va se passer, c'est que il a eu le temps de survivre, il était dans une capsule, il arrive en plein milieu donc, de ce New York, il est pris comme otage, et on va donc devoir faire intervenir un homme, l'homme de toutes les situations, Snake Plissken, interprété par nul autre que Kurt Russell, et qui va donc devoir sauver le président des États-Unis. Il y a plein de rebondissements, il y a plein de choses qui sont dans le film que je ne vais pas vous dévoiler. Moi, je vous conseille vraiment Escape from New York parce que finalement, si Robert McCall, c'est un héros emblématique d'un Equalizer, ben, rassurez-vous, Snake Plissken, il a rien à lui envier. Pour moi, les gueules d'action du cinéma dans les années 80, c'est quelque chose qui me manque. Et le duo Kurt Russell-John Carpenter, ça fait des étincelles à l'écran, croyez-moi. Moi, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à la filmographie du maître, comme on peut dire. Et je compte bien d'ailleurs compléter le cycle en lisant un livre, celui qui s'appelle John Carpenter, Les masques du maître de l'horreur, un livre qui est écrit par Stéphane Boulet, qui anime un podcast qui s'appelle Super Ciné Battle, si jamais vous connaissez, sinon je vous le conseille fortement. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce film, il y a une action décomplexée, la bande-son elle est géniale, elle est composée par Carpenter lui-même, et il y a vraiment un charme vintage. Moi personnellement j'y crois à ce New York post-apo, donc voilà, j'ai adoré le film, je vous le conseille. Ok, cool, bah ça m'a donné envie de le voir. Du coup, j'irai sûrement binger ça d'ici quelques jours ou quelques semaines. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, pas du tout. Non, c'était un bon épisode. J'ai bien aimé parler d'Equalizer. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler de Denzel Washington dans d'autres contextes. Bon, c'est vrai que c'est pas non plus le plus grand spécialiste de bagarre, donc ça me paraît un peu compliqué peut-être, mais voilà, encore rendre hommage à ce si grand acteur qu'il est.
Et j'ai hâte de faire le prochain film. On n'a toujours pas décidé de ce qu'on ferait. On a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de films dont on a envie de parler, donc je pense que ça devrait pas être trop dur à trouver, quoi. Ouais, c'est clair. Ben, on s'est pas encore décidé sur le film, mais On a des idées. on vous tiendra soit au courant sur nos humbles réseaux sociaux, ou bien vous aurez la surprise lors de l'épisode 3. En tout cas, c'était vraiment chouette de tourner ce deuxième épisode. On a beaucoup plus de facilité qu'avec le premier. On commence à avoir un peu d'aisance à l'oral. On essaye de structurer le podcast. Et je vous le dis directement, cet épisode 2, je sens qu'il sera beaucoup mieux que le premier, mais le prochain épisode sera encore mieux. C'est sûr. Et on va vraiment essayer d'aller de l'avant et vous proposer à chaque fois un contenu de mieux en mieux. Donc ben, on se retrouve pour la suite d'ici quelques semaines. Et puis en attendant, portez-vous bien. Ouais, à bientôt. Attends. J'étais pas prêt en vrai. On se retrouve au prochain épisode, toujours avec grand plaisir et accompagné de Raph et peut-être de quelqu'un d'autre. Ton cœur bat 3 fois plus vite que la normale parce que t'es en train de perdre beaucoup de sang. Dans environ 30 secondes, ton corps va lâcher. Et tu vas suffoquer. Alina, la fille que t'as presque battue à mort, va continuer sa vie. La tienne va finir ici même, sur ce sol immonde. À cause de 9 800 $. T'aurais dû prendre l'argent.